Contexte de crise politique multiforme, au-delà de la fronde de séparatistes dans les régions anglophones, il y a une situation politique difficile opposant le président de la République à son principal adversaire lors de la dernière élection présidentielle. Le bras de fer a débouché sur des manifestations pacifiques, la contestation des résultats d'octobre 2018, la répression, la détention et des condamnations controversées. L'illustration ces derniers temps, c'est celle de Mamadou Mota, premier vice-président du MRC, libéré après 2 ans passés en détention. Quels sont les dessous de cette affaire? Pourquoi a-t-il passé autant de temps en prison? Cette situation politique liée à la contestation post-électorale de la crise anglophone a été posée sur la table de l'Union africaine. Que fait-elle concrètement face aux conflits qui se multiplient à travers le continent au moment où Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, est reconduit à son poste? Quels sont les défis qui l'attendent pour permettre à l'Union africaine d'engager ses réformes, mais surtout d'être aux côtés des États africains, confrontés à la fois au terrorisme, mais également à des crises politiques de grande ampleur? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Angelbert Lebon-Dachois. Angelbert, bonjour. Bonjour, monsieur Noufeleux. Bonjour à vos millions de téléspectateurs que j'ai du plaisir à retrouver ce midi. Et un bonjour particulier à mes amis politiques encore devenus dans les géoles de M. Biya. Vous êtes secrétaire national délégué du MRC, chargé de la jeunesse, des affaires culturelles et sportives. Merci d'être avec nous ce dimanche. Juste en face de vous, c'est un militant du RDPC, le parti au pouvoir, Raphaël Ndoubou. Raphaël, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aux co-panélistes, bonjour à l'équipe technique qui vous accompagne. Je voudrais dire bonjour aux Camerounais de la diaspora. Je salue Isaïe qui nous regarde, qui sont contents de ce que vous faites. Et donc, bonjour à tous les Camerounais. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, il y a le conseiller juridique national du SDF, Maître Moustapha Gouana. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. J'espère que nous serons à la hauteur des débats. Merci d'être parmi nous ce dimanche. Il est éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond Kambia est des nôtres ce dimanche. Edmond, bonjour. Bonjour Céline Noufélé, je salue les co-panélistes. Je renouvelle mes amitiés et ma sincère affection aux millions de téléspectateurs fidèles de droit de réponse. D'entrée de jeu, avec vous, Angelbert Lebon-Dachois, les Lions A', qui n'ont pas réussi à décrocher une place sur le podium final du CHAN 2021 lors de la petite finale qui s'est jouée hier samedi à Douala. Ils ont encore été battus 2-0 par les adversaires guinéens. À la fin de cette compétition, comment appréciez-vous les performances de ces Lions A'? Oh, je veux dire que même si nous avons souhaité de tous nos voeux voir nos Lions A' remporter cette compétition, malheureusement nous avons été rattrapés par la réalité. La réalité qui voudrait qu'à un moment donné, il faudrait simplement qu'on arrête de tricher. Vous savez, à l'origine, quand la CAF lance en 2009 cette compétition, destinée principalement aux joueurs locaux, c'était en vue de non seulement d'encourager et développer par ailleurs le football local. Alors, quand on regarde le football local au Cameroun aujourd'hui, il est pratiquement inexistant parce que nous n'avons pas de championnat. Nous n'avons pas de championnat. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, nous avons même organisé la plus grosse escroquerie du siècle. C'est-à-dire qu'il y a une compétition qui est dédiée à quelque chose, vous organisez cette compétition sans la voir. Quand on regarde dans le passé du CHAN, sur les 5 dernières éditions, c'est sans surprise que vous voyez des pays comme le Congo avoir été vainqueur 2 fois, c'est sans surprise qu'on retrouve l'Égypte, c'est sans surprise qu'on retrouve la Libye, c'est sans surprise qu'on retrouve le Maroc.
Parce que quand vous arrivez dans ces pays au niveau du championnat local, c'est des championnats qui sont structurés, organisés et faits avec beaucoup de sérieux. Mais alors, quand on fait le parallèle avec le Cameroun, je vous assure que la situation est extrêmement grave. Vous entrez dans un stade aujourd'hui pour regarder un match de football. C'est tout sauf un match de football. C'est ennuyeux, c'est fatigant. Simplement pourquoi? Parce que on a nos jeunes qui à peine commencent à taper dans un ballon, à 16 ans ou à 15 ans, pour des besoins matériels, ils sont obligés de partir du pays et par conséquent, ce qu'on retrouve dans nos championnats, quand ça se joue encore, bien sûr, ce qu'on retrouve dans nos championnats aujourd'hui, c'est des gens qui sont loin des standards qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans un football qui se veut sérieux. Après vous, Angelbert, Edmond Kandia, pourtant, lorsque les Lions à prime ont traversé le premier tour de cette compétition, on a vu une mobilisation des autorités gouvernementales, on a vu des préparations psychologiques qui ont surpris plus d'un, avec des bénédictions venant de certains ministres de la République, et même aux dernières nouvelles, des pratiques présumées mystiques pour renforcer l'état d'esprit de ces Lions face à leurs adversaires. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est une fêlée, je vais vous dire que les pratiques anciennes qui ont souvent prévalu et pour lesquelles on ne sait trop comment le Cameroun a réussi à s'en sortir par des victoires, aujourd'hui le football a beaucoup évolué et c'est le travail seul qui paye, c'est la préparation qui permet de réussir. Voyez-vous, on a assisté à des séances assez étranges. On a vu des ministres de la République, du gouvernement de la République, faire des sortes de bénédictions sur la tête des joueurs, faroter, et sans toutes les mesures de précaution, je parle des mesures barrières. On a vu, comme vous l'avez dit, des ministres se mobiliser, le ministre de l'Éducation physique et des Sports, mais au-delà de lui, d'autres ministres, notamment Madame le ministre de l'Habitat, qui faisait des bénédictions, je ne sais pas sur la base de quoi elle faisait. Et le plus grave, c'est qu'on a appris de sources proches de ses propres joueurs que les joueurs n'ont pas suffisamment dormi lors des 2 derniers matchs. Curieusement, c'est lors des 2 derniers matchs qu'on a vu leur score être les plus mauvais. Parce qu'ils n'ont pas bien dormi à cause, dit-on, des séances, je n'ose pas dire de maraboutage, disons préparation psychologique, pour appuyer les mots. Il faut que l'on sache une chose. Des pratiques d'un autre âge, que certains croient être au-dessus du travail, que certains croient être au-dessus d'une bonne préparation physique, ça ne paye pas. Ça n'a jamais payé. On ne peut pas tromper tout le temps. On peut tromper, c'est pas une partie des footballeurs, des téléspectateurs, une partie du temps. Mais on ne peut pas les tromper tout le temps. Parce que lorsqu'on est en face de soi, finalement, vous allez constater que on s'est en sorti lors des matchs de poule. Parce que la volonté et la foi des joueurs étaient plus fortes que tout. Et ils ont fait à peu près ce qu'on a vu dans ce qu'on a appelé la génération Nonim en 2017 au Gabon. Tout le premier tour, c'était vraiment équivalent au travail fait par la génération des Lions notables Nonim. Mais après la phase des poules, c'est la phase décisive. C'est les quarts de finale, c'est la demi-finale et c'est la finale. Et là, ça ne trompe pas. Si vous avez été bien préparé, vous jouez une bonne phase de quart de finale ou de demi-finale. Mais si vous n'avez pas été bien préparé, vous sortez tout de suite. Et on l'a vu. Je prends les 2 derniers matchs face au Maroc, qui est l'une des nations africaines les mieux préparées dans le championnat d'Afrique, où les talents africains, des joueurs africains qui jouent en Afrique sont valorisés, où les championnats africains sont valorisés. On l'a vu au Maghreb. Au Maghreb, comme dans certains pays en Afrique centrale, dont le Congo démocratique, le championnat existe, est valorisé. Mais voyez-vous le contexte dans lequel nous avons joué ce championnat d'Afrique des nations. On a d'un côté les responsables de la Ligue de football et les responsables d'Africa Foot qui
se crêpent les chignons, qui sont dans des querelles de chiffonniers. Il y a les décisions qui viennent du tribunal arbitral des sports, qui semblent vouloir départager, n'est-ce pas, de dire que voici la situation exacte, mais il y a l'interprétation qu'en font et la FIFA et les responsables locaux, et on apprend même qu'il y a eu une autre équipe, un autre bureau exécutif de la FIFA par intérimaire qui aurait été mis sur pied en violation des textes. Mais voyez-vous, dans un contexte comme celui-là, qu'attendez-vous des joueurs qui n'ont pas eu des matchs dans les jambes? C'est-à-dire un pays sans championnat, mais on veut faire un miracle. On veut faire comme si on était les plus aimés de Dieu. Non, Dieu aime tous ses enfants. Et Dieu aime ceux à qui il a donné des talents. Et les talents ont été fructifiés. Le Maroc a fructifié son talent. Tous ceux qui nous ont battus ont fructifié leur talent. Le Cameroun, en réalité, ce qu'il convient de dire, c'est que ces enfants, au fond, il faut les féliciter. Je pense qu'ils ont fait le miracle. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'arriver dans une compétition où, à la dernière minute, si ce n'est quelques jours, quelques semaines auparavant, on change d'entraîneur. De deux. On renouvelle l'équipe. Ce n'est pas l'équipe qui était préparée à jouer ce championnat. On les a renouvelés. On a pris des gens qui viennent de partout, des joueurs qui ne se connaissent même pas pour l'essentiel. Ils doivent créer la cohésion immédiatement. C'est-à-dire qu'on leur demande de se connaître, d'avoir les réflexes pendant le même championnat. Non, c'est impossible. C'est-à-dire que techniquement, ce n'est pas possible. Mais le plus grave, c'est que ces enfants, qu'il faut féliciter par ailleurs, ont quand même laissé aux yeux des techniciens le fait qu'ils n'étaient pas à niveau. Voyez vous-même, si vous regardez la plupart des matchs qu'ont joué nos Lions à Prime, ils sont pour la plupart d'entre eux incapables de recevoir un ballon sans le perdre. Sur le plan technique, c'est dans les B.A.B.A, c'est une faute grave. C'est-à-dire qu'on lui envoie le ballon, la réception est mauvaise et les passes sont mauvaises parce que sur 10 passes des joueurs camerounais, 9 sont allés à l'adversaire. Et quand ça se multiplie ainsi, ça montre qu'ils n'ont ni le niveau technique, ni la préparation nécessaire pour aborder avec efficacité un tel championnat. Et la première défaite est intervenue à Limbé, dans la région du sud-ouest, 4-0 face aux adversaires marocains. Pourtant, d'aucuns avaient fondé leur espoir en un ticket de qualification pour la finale de cette compétition. Avec vous, maître Moustapha Ngouanan, au pied du char des dieux que les Lions à Prime ont perdu ce match, et d'aucuns y ont vu tout un symbole dans cette région du sud-ouest. Quel est votre regard sur cette première défaite cuisante des Lions à Prime durant cette compétition? Je dois vous avouer que j'aborde cette émission avec un petit malaise, parce que je suis de ceux-là qui considèrent que le football fait partie des mots les plus importants qui minent notre pays, parce que le football est un cache-sexe. Donc à chaque fois que tout va à volo, on utilise le football pour essayer de mobiliser les gens et on oublie de parler de l'essentiel. Mais seulement, je dois parler de football ce matin, ce jour. Tout était réuni pour que nous ne puissions pas traverser le premier tour. Et il faut le dire à brûle pour point. Vous avez un coach qui est Yves Clément Aroga, qui est désigné par le ministre des Sports sans avoir au préalable consulté la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football assiste à la cérémonie, mais sans une véritable volonté d'y participer. Et vous avez donc ce qui Yves Clément Aroga, qui malheureusement n'appartient pas à l'écurie de ceux qui dirigent le football camerounais. Parce qu'il faut le dire au Cameroun, il y a un problème entre les coachs qui ont été formés à l'INJS et ceux qui viennent d'ailleurs. Yves Clément Aroga, lui, il vient de l'UEFA, il a un diplôme UEFA Pro. Et je crois qu'ils ne sont pas 10 au Cameroun à l'avoir. Donc il est hautement qualifié, mais il sort des circuits. Alors, dès le départ, on commence à lui mettre le bâton dans les roues. Il a eu une seule défaite pendant toute la préparation. Une seule défaite. Et une défaite même qui vient après le Covid, dont les gars ne jouaient plus. Le même Yves Clément Aroga se fait désigner à un moment donné une équipe de superviseurs. Les superviseurs, au nombre desquels
M. Tungu Pile, Ngoya Ikwam et deux autres. Donc, on dit au moment de la désignation qu'ils vont venir se rassurer de la scientificité, des schémas techniques et également du processus de sélection et autres. En fait, on désavoue l'entraîneur. On désavoue l'entraîneur, mais on veut que l'entraîneur poursuive son travail. Et on désigne à la place, et on finit par le faire partir pour désigner quelqu'un qui le supervisait. Qui en réalité, si on veut donner au mot supervision toute la valeur qui est toute la valeur qui est sien, le mot, on va se rendre compte que le superviseur doit porter la même responsabilité que le coach. On désigne le superviseur. Monsieur Tungu Pile, je ne conteste pas, c'est un formateur des formateurs, il est instructeur fédéral et tout ce que vous voulez. Mais ça fait 25 ans, il n'a pas entraîné une équipe au Cameroun, une équipe de championnat. C'est vrai, il était au Rwanda en 2016. Il était au Rwanda en 2016 où il a entraîné, où nous sommes sortis au quart de finale. Mais ça fait 25 ans qu'il n'a pas entraîné véritablement une équipe. C'est vrai, il a remporté le championnat d'Afrique des Nations. C'est incontestable. Cette compétition est une compétition qui est dédiée aux joueurs locaux, qui jouent dans le championnat local. Mais lui, ça fait au moins 20 ans qu'il n'a pas entraîné une équipe de championnat. Je n'ai pas envie de parler de son palmarès en tant que pour les équipes locales. Donc, ça dit que les ingrédients étaient faits. Et donc, ce conflit-là, il faut voir que pendant que Aroga était là, tous les entraîneurs qui sont passés par le créneau de l'INGS tiraient sur lui à boulet rouge. Pourtant, il avait quand même des résultats qui étaient acceptables. Lorsque l'autre prend l'équipe, on aligne une série de défaites et je crois qu'on a fait un seul match nul. On a abordé la compétition étant complètement à genoux. Donc, c'est une chose exceptionnelle qu'on ait pu traverser le premier tour. Je dis que je suis Camerounais, j'aurais aimé que les Camerounais gagnent. Même si c'était une victoire à la puriste, parce qu'en réalité, ce sont des défaites. Parce que quand on gagne à ces conditions-là, on oublie de pouvoir parler des véritables problèmes qui peuvent permettre au football camerounais de se relever. Vous vous rendez compte, on va à la CHAN. Aucun des 10 meilleurs buteurs du championnat n'est dans l'équipe. On s'est dit du premier au 10e. Boyomo, qui joue à P2 de Bamenda, il est exclu de l'équipe lorsque M. Tungu Pile arrive. Et Samuel Len, qui est un de nos meilleurs attaquants depuis plus de 5 ans du championnat, parce que de temps en temps je vais au stade, il joue à Union de Douala, il n'est pas sur la liste. Et on est surpris qu'on n'arrive pas à marquer. Mais comment expliquer justement cette sélection des joueurs qui ne prend pas en compte les meilleurs buteurs du championnat local quand ils se jouaient? Vous savez, malheureusement, il faut qu'on mette le pied dans le plat. Parce qu'une des choses que nous avons au Cameroun, c'est que nous avons fait la politique de l'autruche. Quand ça ne marche pas, on tourne autour du pont, on refuse d'aborder les véritables problèmes. Et malheureusement, je dis bien, au moins 80% des coachs au Cameroun se font stipendier. Ça veut dire que même dans les équipes de championnat, ce ne sont pas les meilleurs qui jouent. Les coachs ont des situations économiques qui sont déplorables. Alors très souvent, les joueurs qui jouent sont ceux qui acceptent d'être prélevés, parce que c'est le mot qu'ils utilisent, le prélèvement. Les joueurs qui jouent sont ceux qui acceptent d'être prélevés. Je ne peux pas comprendre qu'un joueur comme Samuel Len ne soit pas dans cette équipe. Un joueur comme René Ndi, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat, ne soit pas dans cette équipe. Un joueur comme Boyomo, qui est le meilleur buteur du championnat, il ne soit pas dans l'équipe. Et on prétend vouloir gagner. Lorsque la France est allée au championnat, à la Coupe du Monde de 98, elle a pris les meilleurs buteurs français de tous les championnats. Et il y en avait en France qui était Guivache, il y en avait en Angleterre qui était Thierry Henry, et il y avait un troisième, le nom m'échappe. Mais tous les meilleurs buteurs avaient été amenés. Mais il y a une volonté de mal faire les choses. Vous pouvez vous rendre compte que voilà un pays qui c'est en 2017 qui va organiser le championnat d'Afrique des Nations. On va à la Coupe d'Afrique des Nations, mais on n'a pas de championnat. Mais on fait quand même, c'est-à-dire qu'on trouve le miracle de ne pas avoir de championnat, alors qu'on sait que c'est nous qui avons la compétition. Et on est surpris d'être éliminé aux demi-finales. Il faut qu'on se le dise. Cette performance de ces jeunes est une performance exceptionnelle. Exceptionnelle pour une équipe. On va me dire qu'au Mali, il n'y a pas de championnat. Mais au Mali, au moins, lorsqu'on veut recruter les gens, on recrute les meilleurs. Je peux vous garantir que si on avait recruté ceux qui méritaient d'être là, ce serait différent. N'oubliez pas qu'Aroga avait une ossature qu'il avait déjà créée. Vous l'enlevez à 3 mois de la compétition. Vous venez mettre monsieur Tungu Pile, qui était son superviseur. Et M. Tungu Pile fait partie près de 80% de l'équipe. Où est le temps pour pouvoir se préparer véritablement? Pour un pays qui est pays organisateur, on a été surpris par la compétition.
Ce n'est pas comme la Yougoslavie qui avait été appelée à la dernière minute je sais pas, à l'Euro 92. Ce n'est pas le cas. Nous savions qu'on a gagné la compétition. Donc on n'a rien fait pour pouvoir mettre sur pied une équipe qui était à même de gagner. Et il y a une chose, on dit que non, c'est quand on a cette antienne qui sont souvent des discours camerounais, c'est quand les Lions sont en difficulté qu'on gagne. Qui a le fighting spirit qui permet de pouvoir réaliser. Alors, est-ce que vous y croyez concrètement? Est-ce que ça suffit? Je n'y crois pas du tout. Vous savez, ça peut marcher de temps en temps. Mais lorsqu'une équipe gagne avec son fighting spirit, après qu'on ait pris des bras cassés, j'ai envie d'utiliser l'expression, passez-moi l'expression, ça veut dire que si on organise un peu les choses à peu près normalement, nous allons survoler les compétitions. Et en plus, lorsque vous voyez notre championnat, le championnat des championnats amateurs, pourquoi vous voulez jouer les professionnels comme les Marocains et vous voulez prétendre qu'on va gagner? En réalité, c'est le véritable niveau de notre championnat. C'est le véritable niveau, même par les Saoudiens, si on avait été en activité, ça c'est le véritable niveau de notre championnat. Ailleurs, les gens jouent au football et ils gagnent leur vie dans leur pays avec le football. Au Maroc, quand on est footballeur dans une équipe de première division, on gagne sa vie. Et je prends peut-être pour sortir, il y a une équipe de 4e division qu'on appelle AS Futuro, qui a 3 joueurs à l'équipe nationale A'. Comment pouvez-vous me l'expliquer? Si ce n'est pas des messes de minuit. Une équipe de 4e division qui a 3 joueurs dans l'équipe. Et les enfants qu'on a payés à la dernière minute, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils ont dit qu'ils ont 16, 17 ans. Mais peut-être, est-ce que pendant les présélections, ces 3 joueurs n'ont pas montré qu'ils étaient brillants individuellement et que cela pourrait justifier leur présélection et leur sélection finale? Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que au Cameroun, on aime faire semblant de ne pas savoir que les choses vont mal. Je crois que beaucoup de choses se disent. Et même des journalistes. Moi, puisque je devais venir à cette émission, j'ai pris le temps de faire une espèce de round-up. Je me suis renseigné, je me suis documenté. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même à notre équipe Fagnon. Il arrive que des histoires de monnayage se passent. Je n'ai pas besoin de rappeler l'histoire qu'Etame Mayer a eu ici avec une de nos anciennes gloires. Etame Mayer, qui était pourtant une tête de proue. Généralement, ce qu'ils font, c'est que ceux qui sont considérés comme les têtes de proue, on peut les laisser jouer sans trop de difficultés. Mais les autres, pour la plupart, doivent passer à la caisse. Ils doivent passer à la caisse. Il faut qu'on se le dise. C'est notre pays. Pour que les choses puissent changer, il faut qu'on puisse crever l'abcès. Qu'on puisse adresser les problèmes véritables. On ne pouvait pas battre le Maroc. Battre le Maroc aurait été une insulte au travail. Ça aurait été une injustice. De battre le Maroc, qui est un pays sérieux, qui prend au sérieux les questions de football. Les pays qui autrefois, vous imaginez qu'on se fait dominer par la Guinée, par la Guinée-Conakry. J'ai même du temps de leur supérieur avec Chichi Camara. La Guinée, c'était un pays que le Cameroun prenait du revers de la main. Parce que pendant que nous dormons sur nos lauriers, on n'avance plus. À la fin des années 70, du début des années 80, les équipes camerounaises dominaient les championnats africains. Donc il faut donc pas être surpris que pendant que les autres aujourd'hui dominent, qu'ils soient ceux qui sont en train de gagner. Et quand on dominait ce championnat, on avait des joueurs exceptionnels qui ont poursuivi l'épopée jusqu'en 90 où nous avons fait une brillante performance à la Coupe du Monde. Et même au Mondial 82, vous avez vu, nous sommes sortis invaincus. Et on aurait pu aller plus loin. Et ceux qui ont été avec nous ont joué les demi-finales. Les 2 équipes qui étaient avec nous, l'Argentine, à la même poule que nous, quand c'était l'Italie ou le Pérou, je ne me rappelle plus, ils ont été le carré final. Dire qu'on avait une équipe performante. Parce qu'on avait également à côté des championnats performants. On travaillait dans l'intérêt du sport national. Mais aujourd'hui, c'est devenu une histoire de gombo, c'est une histoire de business. Et il faut pouvoir mettre les pieds dans le plat. Justement. Il faut dire à ceux qui sont de l'INGS qu'ils doivent penser à la nation avant toute chose. Il y a des rumeurs qui courent sur le fait qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés alors qu'ils méritaient parce qu'ils ont refusé de passer à la caisse. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, ces guéguerres, au-delà de ces guéguerres entre entraîneurs et leur parcours académique et professionnel, Raphaël Ndungu, cette contre-performance des Lions A', malgré toute la mobilisation que l'on a vue autour d'eux durant la compétition, pour vous, qu'est-ce qui fait problème concrètement? Première chose qu'il faut dire, il faut qu'on reconnaisse quand même que par le coup de la chance, peut-être parce que Dieu aime le Cameroun, nos jeunes joueurs sont arrivés en demi-finale et qu'ils ont pris la 4e place. C'est la chance. Pour la simple raison Est-ce que c'était l'objectif initial
lorsque le Cameroun s'est engagé dans cette compétition? Je crois qu'on dit souvent que qui va aller loin ménage à monture. On ne peut donc pas vouloir aller en finale ou gagner le trophée si on ne s'est pas préparé. Vous avez posé la question de savoir quel est le problème des guéguerres. Rentrons un peu le général Simon de la Ligue professionnelle de football et le président de l'Africa Foot. L'un demande qu'on lance le championnat, l'autre bloque. On a passé tout le temps dans ces discussions-là, les discussions qui ne servent absolument à rien. Et que, aujourd'hui, vous voulez que les jeunes gens qui ont donc passé leur temps à couler les gars au quartier parce qu'ils n'ont pas de salaire. Les joueurs camerounais ont quel salaire? En dehors peut-être de Coton Sport, les autres n'ont pas de salaire. Quand ces jeunes gens finissent les entraînements, ils ont peut-être 1000 francs d'argent de taxi. Vous croyez que ces gens-là pouvaient donc faire quoi pendant cette période creuse? Ils se baladaient au quartier, ils faisaient des petits jobs pour avoir un peu d'argent. Commençons donc par rendre notre championnat professionnel. Mais mon Dieu, on est allé rêver avec le Maroc. Parce que justement là-bas, c'est l'organisation. Les gens sont organisés, les gens ont leur championnat sérieux. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance avec le Congo. Parce que moi, j'étais sûr qu'on s'arrêtait là. À un moment donné, il faut qu'on essaye quand même de marquer un temps d'arrêt. Le football est quelque chose qui réunit. À un moment donné, on parle de football, quel que soit le bord politique, quelle que soit la région où on appartient, on parle tous du football. Les dirigeants du football, certainement, c'est un gros gombo où il y a beaucoup d'argent. Ça fait donc que vous voyez comment ça divise, même au plus haut niveau, des personnalités. Vous avez vu combien de normalisations nous avons déjà eu. Ça n'a pas toujours réglé le problème. Est-ce qu'un jour on peut penser à l'acteur qui est le footballeur? Autrefois, on savait que quand on parlait de Canon de Yaoundé, on parlait de Lyon de Douala, on parlait de toutes ces équipes que vous connaissez. Aujourd'hui, le Cameroun ne fait plus peur. Parce que le Cameroun faisait peur avec son championnat. Donc je crois que c'est mieux qu'on s'arrête là. Sauf qu'à un moment donné, on va nous embrouiller là avec les histoires d'Africa Foot et tout. On ne va même pas chercher à percer l'abcès pour résoudre le problème. Le problème est simple. Les gens vont là, dans les affaires de football pour aller chercher de l'argent. Ils oublient les acteurs qui sont les footballeurs. Même les dirigeants de clubs aujourd'hui, est-ce qu'on peut me dire, au-delà de quelques équipes, les dirigeants de clubs, comment ils font pour arriver dirigeants? Comment on fait? Vous avez suivi des problèmes de tonnerre de Yaoundé, tel a dit qu'on avait créé le tonnerre dans le salon de mon papa, tel a dit qu'au canon de Yaoundé c'est l'équipe du village. On ne peut pas copier ce que font les autres. Quand on prend des grandes équipes ailleurs, est-ce que c'est forcément le natif de ce pays ou alors de ce quartier qui dirige le foot? Entre-temps, les joueurs cherchent donc à aller jouer en 10e division, en 10e division ailleurs. Parce que là-bas, au moins, on a quand même le sérieux. Allons voir sur le plan même technique. Les coachs, tout à l'heure, le maître parlait des coachs. Est-ce qu'aujourd'hui, nos coachs vont quand même chercher à se perfectionner, à apprendre? Parce que le football ne triche plus au football maintenant. Il n'y a plus de tricherie. Si vous ne pouvez pas faire des passes, comme disait le consultant tout à l'heure, vous avez tout faux. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que le football, qui se veut professionnel, c'est comme une science aujourd'hui. Et dans cette science-là, on ne triche pas. Donc je pense que pour ma part, que, honnêtement, il y a lieu de mettre sur la table des accusés. Les dirigeants de football, les dirigeants de club et tous les responsables de l'affaire. On peut quand même s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour que, avant la CAN 2022, qu'on ait un bon championnat au Cameroun, un bon championnat qui peut encore faire peur. Quand le canon partait à la coupe des vainqueurs de coupe ici en Afrique, on avait peur. On savait que le canon de Yaoundé, on savait que c'est l'Union de Douala et toutes ces équipes que vous connaissez. Mais aujourd'hui, quelqu'un va là, il va chercher de l'argent, il ne paye pas bien les joueurs. Interrogeons-nous. Ces jeunes gens, ils ont eu un peu d'argent, malgré qu'il y a des barbaques où on va chercher à monnayer parce que le joueur, on va vous dire, je vous ai sélectionné, venez payer. Oui, parce que ce n'est plus la performance. Je vais prendre un cas. Pourquoi on n'a pas aligné Jacques Zoua dans tout le championnat, là, dans tout le match là? Il paraît qu'il avait posé le problème de prime. On a dit, bon, comme tu poses le problème de prime, tu restes au banc. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas sa place? Je n'ai pas vu, lors du match Cameroun-Maroc, je n'ai pas vu une construction de jeu au milieu de terrain qui peut quand même influencer les Marocains. Je n'ai pas vu. Je vous assure que c'est la chance qui nous a amenés là. Et on doit féliciter ces lions. Mais nous disons, il ne faut pas qu'on nous détruise ce qui nous réunit, parce que le football est comme notre église.
de tous les Camerounais, il faut quand même qu'on redevienne sérieux pour essayer de régler les problèmes de football. Et je vous assure que dans ces problèmes-là, tellement l'argent coule. Tout à l'heure, Maître parlait des Donc c'est de l'argent qui perturbe les dirigeants, qui les empêche de se concentrer sur les objectifs de rentabilité, de performance des équipes engagées dans les compétitions différentes. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais je voudrais quand même m'interroger qui a amené l'actuel président de l'Africa Foot. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé qu'il en arrive là? Qu'il arrive là? Justement parce que ceux qui ont l'argent ont manipulé, ont manigancé. Il y a le nom d'un ancien joueur qui ressort toujours. Et donc, vous ne savez pas comment vous pouvez, un ministre et son secrétaire général ne s'entendent pas sur des questions de football, alors que c'est un département ministériel qui gère les affaires de football. Tout simplement parce que c'est différents camps. Il y a ceux qui sont avec le général Semungue, il y a ceux qui sont avec Sédou Moumbo-Joya. Ça fait donc que pendant que ceux-ci tirent la ficelle de ce côté, d'autres tirent également de l'autre côté. Au détriment et avec la pauvreté que nous avons au niveau de ces championnats, c'est-à-dire que sur le plan technique, la pauvreté même des joueurs, ça fait donc que ces gens se sont battus sortant des congés. Si je veux dire ça comme ça, malheureusement. Donc je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons avoir une bonne CAN en 2022, commençons par régler les questions de football en profondeur. Il faut que, si le TAS et tout ce que vous imaginez, vous voyez comment on a perdu le temps depuis 2012. Depuis 2012, pourquoi ça ne va pas? On a essayé, on a mis des éminents avocats, des professeurs pour régler pour cette affaire-là. Ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est des questions d'argent. Il paraît que le football est devenu la mafia dans le monde entier. Et c'est cette mafia-là qui veut diriger les États. C'est pour cette raison que je vais finir par là que j'ai bien aimé, en fin de semaine, le président a demandé, que le président de la République a demandé qu'on relance le championnat. J'espère bien que ceux qui ont la charge de lancer ce championnat-là ont bien suivi. Parce que justement, il a entendu les pleurs des Camerounais. D'où vient-il que nous voulons gagner notre CHAN chez nous, alors que les gens n'étaient pas en jambes? Ces gens qui jouent là, ils ont d'abord joué ensemble où? Est-ce que la compétition nous a surpris? Malheureusement, non. On savait que c'est nous qui allons organiser la compétition. Il fallait donc qu'on prenne les dispositions, qu'on mette ces gens-là ensemble, jouer des matchs à gauche et à droite pour essayer de faire quelque chose. Donc, Dieu merci, on a atteint on a pris la 4e place. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va aller dormir pour croire que le football camerounais marche bien. Alors, la relance du championnat en Gilbert Lebon-Dachois, qui est prescrite par la présidence de la République, est-ce que cela suffit à régler les problèmes qui viennent d'être posés ici? Non, moi je ne pense pas et j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Il a sorti une expression tout à l'heure pour dire dans le sport ou en football il n'y a pas de tricherie. Hein. La tricherie n'est pas possible. Mais j'ai envie de lui demander d'étendre ça hein, à tout ce qui est gestion même de la vie globalement et surtout sur le plan politique. Non, M. Biya demande qu'on relance le championnat. C'est pas forcément la solution. Parce qu'il me souvient que on avait envoyé M. Iya Mohamed en prison pour, disait-on à cette époque, résoudre le problème du football camerounais. Et on voit où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a longtemps obstrué la vérité au Cameroun. C'est les lions indomptables. Les gens ont tout fait d'oublier que les lions indomptables sont constitués à 100% de joueurs professionnels. C'est-à-dire, c'est des gens qui évoluent dans des pays, des championnats sérieux. Organisés. Même si, quand ils se retrouvent parfois, c'est dans un bordel, dans un cafouillage organisé par nos gouvernants. Qu'attend-on aujourd'hui? On attend simplement que le gouvernement, que l'État fasse ce que le MRC a proposé dans son projet de gouvernance. C'est-à-dire que quand vous voulez développer un sport, vous commencez par les infrastructures. Ce n'est pas l'infrastructure finale, hein, ce n'est pas Japoma, ils sont très beaux, hein, mais c'est l'infrastructure de base. C'est-à-dire que où est-ce que l'enfant du lycée va jouer? Où est-ce que l'enfant du quartier va jouer? Donc ça commence au niveau
communal. Ça, c'est ce que le MRC avait proposé dans son programme de gouvernance. Après le niveau communal, il y a le niveau départemental. Et ainsi de suite jusqu'au niveau national, la région et au niveau national. Vous avez construit aujourd'hui un stade Japoma Limbe. Où est-ce que Unisport de Bafan va s'entraîner? Où est-ce que Diep Dinkam va s'entraîner? Parce que la préparation commence à l'entraînement. Ce n'est pas le jour dit, ce n'est pas le jour du match. Deuxièmement, M. Biya demande de relancer le championnat. Qui le relance? En ce moment, au Cameroun, il n'y a pas de ligue professionnelle de football qui fonctionne, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de fédération. Nous sommes aujourd'hui dans une dualité où il y a un président de fédération à gauche et un autre président qui s'appelle sénateur, je ne sais pas moi, Albin Bida, qui vient d'être élu. Qui va diriger ce championnat? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas être à un niveau où vous avez un pays qui ne marche pas de manière globale et vous pensez que dans tout ce bordel, c'est le football qui marchera. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'attendais à minima au lendemain des demi-finales contre le Maroc, à minima la démission du coach ou encore du ministre. Mais ils sont là, ils fonctionnent, tout est normal, les garçons... Pourquoi devrait-il démissionner, Angelbert Lebon? Mais ils emportent l'entière responsabilité. Ils emportent l'entière. Et c'est ça le problème au Cameroun. Nous n'avons pas de notion de dignité. C'est-à-dire, moi, Datua, je suis coach d'un club, d'une équipe nationale. Je joue à domicile, c'est-à-dire c'est moi qui organise. Je suis battu 4-0 et je reste sur le banc. Je suis ministre, je reste en fonction. On n'a pas le sens de la responsabilité chez nous. Quand ça ne marche pas, il faut savoir virer ceux qui font que ça ne marche pas. Et promouvoir donc et encourager ceux qui font que ça marche. Je pense que Maître Gwana tout à l'heure a fait un brillant exposé sur le plan technique de comment est-ce qu'on est parti à un coach pour en arriver à un autre. Mais tout ça, c'est un bordel qui ne s'explique pas du tout. Mais Angelbert, cette défaite survenue à Limbe, dans le sud-ouest, d'aucuns y ont vu tout un symbole, alors qu'il y avait d'autres Camerounais qui espéraient une victoire pour aller en finale. Comment analysez-vous cette perception? Nous sommes africains. Nous sommes africains. Vous ne pouvez pas venir dans une zone en guerre. C'était pratiquement même un défi que les organisateurs, c'est-à-dire le gouvernement camerounais, voulaient lancer à nos frères anglophones. Comme pour dire que tout va bien, tout est normal, donc on peut y s'amuser, on peut jouer là-bas. C'est-à-dire pendant que des gens sont en train de pleurer, vous venez jouer, vous venez vous amuser. Alors, moi en tant qu'Africain, je peux peut-être penser, comme beaucoup l'ont dit d'ailleurs, que les 4-0, c'était les 4 ans de guerre dans cette partie du pays. Malheureusement, moi je dis, nous ne savons pas arranger les choses quand il faut les arranger. Je dis bien, rien ne justifiait l'organisation de ce tournoi-là à Limbe. Nous avions Bafoussam, on avait Garoua. Ce n'était même pas humain d'aller s'amuser pendant que les gens meurent, pendant que les gens pleurent. Ça veut dire qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui manque même de compassion, qui a même de la peine à prendre la mesure de cette guerre. Et vous comprenez donc pourquoi elle ne peut pas, en l'état, et tel que ça fonctionne aujourd'hui, cette guerre ne peut pas être résolue par nos gouvernements actuels. Parce qu'ils ne sont même pas déjà conscients des différents enjeux dans la zone. Après vous, Angelbert, Edmond Kamdi, après la défaite des Lions à Prime, à Limbe et ensuite à Douala pour la petite finale, il y a eu des petits pas réalisés dans la résolution de la crise anglophone. C'est la présence du secrétaire d'État du Vatican qui a passé près d'une semaine au Cameroun et a séjourné à Bamenda
et le journal La Croix, journal catholique très célèbre dans le monde, qui estime que c'est une médiation difficile qui s'annonce pour l'Église catholique. Quel est votre regard sur cette perception d'une médiation difficile qui s'annonce? Mon regard va dans le même sens que l'éditorial ou les prises de position du journal La Croix. Parce que à l'observation, on note depuis le début de la crise anglophone en 2016, nous sommes déjà en 2021, qu'il n'y a pas une volonté sincère de toucher le cœur du problème. Qu'il n'y a pas une volonté réelle de privilégier le dialogue sur l'option militaire. Malgré le passage au Cameroun de responsables, de personnalités qui comptent, qui sont à la tête des institutions internationales, je citerai entre autres Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, qui était venu au même moment que Madame la secrétaire générale de la francophonie. À Yaoundé, ils avaient rencontré le chef de l'État, ils lui avaient suggéré l'option d'un véritable dialogue pour résoudre la crise anglophone. On a vu Madame la haut-commissaire des droits de l'homme à l'ONU, Michelle Bachelet, qui est venue au Cameroun, qui a rencontré les autorités gouvernementales et d'État, qui a rencontré en passant les responsables de formation politique et de l'opposition, comme de la société civile, sur les problèmes politiques et sur les questions relatives à la crise anglophone, qui a formulé des propositions, qui a même, lorsque la pandémie est survenue, proposé, avec le secrétaire général de l'ONU, qu'on puisse libérer un peu les prisons qui sont engorgées, notamment faire sortir de prison les personnes arrêtées ou détenues dans le cas de la crise politique, y compris de la crise anglophone. Mais le message n'est pas véritablement passé. Maintenant, avec l'arrivée au Cameroun, le séjour au Cameroun, n'est-ce pas, du cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Pietro Paroli, il a fait presque une semaine au Cameroun, il était arrivé, il a rencontré les autorités gouvernementales, le Premier ministre qui l'a accueilli, n'est-ce pas, à l'aéroport de Simalène, et qui l'a accompagné d'ailleurs au moment où il devait partir. Il a rencontré le chef de l'État, ils ont eu des échanges. Et je disais ici, dimanche passé, mon regret de ce qu'à la fin de la rencontre avec le chef de l'État, il n'y ait pas eu ce que l'on voit partout dans le monde. Un communiqué conjoint. Ce communiqué, nous l'attendons toujours. Qui dit l'essentiel des échanges qu'il y a eu entre le président de la République et le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège. Et il faut le dire, dans la visite du cardinal Pietro Paroli au Cameroun, il a fait effectivement tout ce qu'il avait annoncé dans son calendrier. Et l'une des étapes majeures, c'était l'arrivée à Bamenda. Nous avons constaté, dans son homélie, il a dit des choses fortes, qui résument l'essentiel du message du pape François en relation avec la crise anglophone. Il a dit, la violence ne résout pas les problèmes. C'est un véritable dialogue sincère qui permet de parvenir à la paix. Il a dit beaucoup d'autres choses allant dans le même sens, allant dans le sens de la justice et de la réconciliation. Mais il a insisté sur la notion du dialogue et montré le désir, la volonté de l'Église catholique, pas seulement celle qui est au Cameroun, mais du Saint-Siège, à contribuer à la résolution durable de la crise anglophone. On peut s'imaginer, malgré l'absence du communiqué conjoint que nous attendons toujours, et pour lequel il est véritablement tard, parce qu'un communiqué conjoint, c'est dès lors que l'audience est terminée, et puis on briefe la presse sur ce qui s'est passé. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu ce communiqué conjoint, là je parle en tant que diplomate, montre qu'il y a péril en la demeure, il y a un problème, s'il n'y a pas eu ce communiqué conjoint. Parce que les USA veulent qu'il y ait un communiqué conjoint. Je me rappelle, la dernière fois où j'ai été invité comme journaliste, parmi les journalistes camerounais qui étaient accrédités à la présidence en juillet 2015, lors d'une visite d'État du président français de l'époque, François Hollande a rencontré le chef de l'État. À la fin de l'audience, il y a eu une conférence de presse et il y a eu également un communiqué conjoint. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu ce communiqué conjoint dans un contexte aussi délicat et stratégique, attendu non seulement par la communauté nationale, les partis politiques, du pouvoir comme l'opposition, la société civile, mais également les institutions internationales, au premier rang desquelles l'ONU, notamment dans ses organes spécialisés que sont le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU.
Je voudrais dire également, avant de chuter, en relation avec la volonté de l'Église catholique, du Saint-Siège, de mettre en place une médiation, je n'ose pas dire le refus du gouvernement camerounais ou du chef de l'État de la médiation, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un document, on n'a pas un élément audio ou visuel des autorités camerounaises qui disent « nous refusons ». On présume que c'est un refus parce que on n'a pas eu la réponse à l'offre du Vatican, à l'offre du cardinal qui est arrivé au Cameroun, qui a écouté avec beaucoup d'attention le message, la déclaration faite par le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Abraham Comé, parce que lui, il a tout dit. Il a dit tout ce que les évêques du Cameroun ont fait en relation avec la crise anglophone. Il a dit ce que la conférence épiscopale camerounaise a fait dans le souci de renforcer, de parvenir par sa médiation à un dialogue pour résoudre la crise anglophone, pour résoudre les crises politiques, y compris la crise post-électorale. Il a dit ce qu'ont fait les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda depuis le déclenchement de la crise. Et malheureusement, en face, l'absence de la volonté d'écouter l'Église catholique. Après cette visite d'État du secrétaire d'État du Vatican, est-ce que le Saint-Siège, selon vous, Maître Moustapha Ngwana, est-ce que le Saint-Siège va prendre le bâton de pèlerin, le bâton d'évangélisation pour prêcher la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et se faire entendre aussi bien dans le camp des séparatistes que dans le camp du pouvoir de Yaoundé? Moi, je pense que la prédication n'apportera absolument rien à l'évolution de la situation dans un sens positif. Je n'y crois pas du tout et je le dis la main sur le cœur. Et je fais partie de ceux qui disent depuis au moins 4 ans, je crois, à plusieurs de vos émissions, que je souhaite qu'il y ait la paix. Mais pour qu'il y ait la paix, moi je le dis, je pense que la clé de voûte de tout le système, c'est M. Biya. Si nous voulons qu'il y ait la paix, il faut que M. Biya prenne les décisions fortes. Il faut qu'il prenne des décisions fortes. Parce que je voudrais appeler votre attention sur un fait, c'est que ce n'est pas faire insulte au chef de l'État que de dire qu'il est au soir de sa vie. Parce que vous parlez de Saint-Siège, vous parlez des Saintes Écritures. Je pense que le psaume 90, verset 10 vous dit « Le temps de nos jours dure 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. » Donc je crois qu'aujourd'hui, il vit le bonus de sa vie. Dans le système, je dis le système RDPC, je mets l'opposition de côté. Il n'y a pas un seul individu qui puisse fédérer autour de sa personne. Si par extraordinaire, le chef de l'État venait à s'en aller prématurément, c'est-à-dire qu'à ne pas terminer son mandat. Je ne sais pas par quelle alchimie on va réussir à retenir les anglophones dans la maison. Parce qu'il faut le dire, je vis avec les anglophones, je vis avec les anglophones au quotidien. Pour la plupart, le modèle que nous avons, le modèle institutionnel qui est le nôtre ne les arrange pas. Il faut que M. Biya fasse tomber les symboles. Nous sommes obligés, si nous voulons que le Cameroun reste un et indivisible après M. Biya, d'accorder le fédéralisme à notre pays. Il faut dépouiller le pouvoir central de cette hyperpuissance qui le rend intéressant et qui fait en sorte que toutes les régions regardent en direction de Yaoundé. Il n'y a pas de personne dans le système actuel au Cameroun à même de pouvoir contrôler le système aussi bien que le fait M. Biya. Il a créé son monstre. Il a créé son monstre, il le manipule à l'évidence comme il entend. Si on décide d'arrêter aujourd'hui, on arrête, on vous envoie en prison. Il y a d'autres qui ont volé, tout le monde le sait, on les laisse à l'extérieur pour des raisons, pour des calculs qu'il est seul à pouvoir comprendre et connaître. Si nous voulons que notre pays puisse avancer, il faut qu'on se le dise. Aucune médiation, quelle qu'elle soit, n'apportera de solution si M. Biya n'a pas de réelle volonté, parce qu'il s'agit de lui, n'a pas de réelle volonté de proposer des solutions qui puissent arranger les différentes parties prenantes. Mais le fait qu'il ait permis au secrétaire d'État du Vatican de se rendre à Bamenda pour co-présider une messe
et discuter avec les évêques dans le chaudron de cette crise. Est-ce que cela, ce n'est pas une preuve de ce que le chef de l'État voudrait que l'Église catholique s'implique dans une médiation avec ces groupes séparatistes? Moi, je crois que le président de la République est partant pour des mesures folkloriques. Pour les mesures folkloriques. Je me rappelle ici que le cardinal Toumi, c'est l'Église catholique. Je crois que c'est la plus haute autorité. En fait, je crois que j'ai envie de penser que c'est une des plus hautes autorités morales du Cameroun. C'est vrai qu'il a pris sa retraite. Mais il a voulu organiser une conférence générale anglophone ici, là. Lui, le cardinal, qui est pourtant contre la sécession. Il a voulu organiser une rencontre qui avait pour but de pouvoir poser le problème sur la table et sortir avec des solutions qui vont permettre à notre pays d'avancer. Mais ceux qui se sont organisés pour que ça n'ait pas lieu, c'est le gouvernement de la République. Donc ça dit que on sait que Monseigneur Pietro Paroli va venir au Cameroun, il est là pour quelques jours et il va repartir. Il ne peut pas venir au Cameroun et rester là pour une année pour organiser quelque chose de périn. Donc ce sont des mesures purement cosmétiques et folkloriques. Il n'y a aucune mesure coercitive qu'il puisse prendre. Il n'y a aucun engagement qu'il puisse prendre qui va engager le gouvernement. Ce sont des engagements qui n'engagent pas tout ce qu'ils sont en train de faire là. Maintenant, lorsqu'il faut mettre les pieds dans le plat, trouver des solutions qui permettent à notre pays de s'en sortir. Je vous dis, moi je suis Camerounais, j'aime le Cameroun. Je veux y vivre. Je veux que ma descendance y vive. Je n'ai pas de rêve d'expatriation. Si on le fait, c'est pour le plaisir, mais on revient dans son pays. C'est nous qui devons développer le Cameroun. Et il faut que ceux qui sont là, qui ont la charge des affaires publiques, qui s'y sont retrouvés de manière frauduleuse ou non, au moins lorsqu'ils ont les armes en main, qu'ils puissent gérer les choses dans un sens qui permet au pays d'avancer. Le cardinal, il ne peut absolument rien nous apporter. Je vous dis que si on ne peut pas tomber les symboles, il faut qu'on le fasse à temps. Parce que le mal camerounais se métastase tous les jours. Je suis convaincu que si en 1996, quand on a pris notre constitution, on avait mis les institutions en place et qu'on avait donné une véritable décentralisation, on ne serait pas arrivé à cela. Et même lorsqu'en 2016, les anglophones ont commencé avec les revendications, si on avait reçu les enseignants, reçu les avocats, et on avait coupé les deux sous les pieds, en faisant des propositions fortes, ils n'auraient pas le soutien des populations. Les sécessionnistes existent depuis 1961. Ils étaient les marginaux. Ils étaient les marginaux. Mais on a laissé que le mal se métastase au point de devenir, c'est-à-dire au point de devenir une situation qui est incontrôlable. Si on veut que nous avancions, monsieur, si on ne prend pas les décisions fortes, et ces décisions fortes, malheureusement, ne peuvent être prises au Cameroun que par une seule personne, parce qu'il est en même temps le chef du pouvoir judiciaire, et du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif. Il a tous les pouvoirs concentrés entre ses mains. Même le football, parfois, c'est lui qui dit amenez tel joueur à la Coupe du Monde. Donc, il a l'essentiel le pouvoir de ses mains. Il faut qu'il puisse penser à ce que sera le Cameroun. Où est-ce que ses propres enfants vont vivre demain? Je dis ses propres enfants, il faut qu'ils se posent ces questions-là. Ceux qui détiennent le pouvoir, on refuse, on ne veut pas. En fait, je crois que la malgouvernance, la non-gouvernance est un construit volontaire au Cameroun. Parce que ceux qui s'organisent comme ils le font, ils se disent que tant qu'il y a le chaos, tant qu'il y a la bêtise, tant qu'il y a cette espèce d'embrouillamini dans lequel nous nous retrouvons, ils tirent les marrons du feu, ils peuvent s'engraisser, ils peuvent s'enrichir, et eux, ils vont positionner comme ils ont commencé dans l'administration, à positionner les enfants qui vont demain reproduire le système. Ce qu'on appelle en sciences, en sociologie politique, quoi, la loi des reins d'oligarchie. Donc on continue, c'est-à-dire que le père était administrateur civil, ça veut dire que le fils soit administrateur civil, pour que nous continuions à être des éléments entre les mêmes qui vont manipuler comme ils veulent. Je dis qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut aussi que je voudrais aussi interpeller des citoyens. Les Camerounais sont complices, ou même co-auteurs de ce qui se passe dans notre pays. Parce que nous savons que ça ne va pas. Nous vivons cela dans notre chair. Mais nous acceptons de ne pas prendre nos responsabilités en main. J'ai vu ici les gens accuser Nietzsche de s'attaquer particulièrement au ministre Manaouda Malachi, alors qu'il y a plusieurs ministres. Mais que chacun choisit son ministre, s'occupe de lui pour que le Cameroun change. Il est pas aussi citoyen camerounais, à titre d'exemple, pour dire que chacun d'entre nous doit faire sa part. Paul Biya ne peut pas tout faire seul, même si c'est lui qui est le principal responsable. Si nous ne voulons pas qu'il y ait le changement, il n'y aura jamais le changement. Justement. Et je vais vous dire, moi j'étais dans le sud profond, à Emeba, et Bamena, et j'ai vécu à Ebolova. Il y a des difficultés dans le sud qu'il n'y a pas, par exemple, dans les régions où on explique que les gens se plaignent même le plus. Où on se retrouve avec la deuxième réserve forestière du monde après l'Amazonie, les gens font des cours au sol, les enfants sont assis au sol. Ça c'est dans le sud Cameroun, et ce n'est pas normal.
C'est pas moi qui ai écrit le paradoxe du pays organisateur. C'est un enfant du Sud profond qui l'a écrit. Parce qu'il faudrait que les choses puissent changer. Il faut que les Camerounais s'engagent. Les Camerounais ne doivent pas croire qu'il y a quelques-uns qui vont mettre dans le cambouis que ça va pouvoir avancer. On peut par exemple dans un pays où on arrête de leader d'opinion. On arrête de leader d'opinion pour des délits d'opinion. Les populations camerounaises restent, elles assistent à la spectatrice. Et on va en parler tout à l'heure, Maître Moustapha Ngouana. J'aimerais avoir à présent la réaction de Raphaël Ndoungou après cette visite d'État du numéro 2 du Vatican. Est-ce que le président de la République du Cameroun est prêt à prendre ces mesures fortes pour envoyer un signal illustrant sa volonté de mettre un terme à 4 ans de guerre fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest? Dans le cadre de la recherche de la paix, je crois que vous avez bien suivi le président Biya il y a quelques années. Il a dit qu'il est maintenant la paix. Et beaucoup ici et ailleurs ont revendiqué ou réclamé une médiation. Je crois donc que l'Église catholique, quand vous avez vu le numéro 2 de cette église-là au Cameroun, ça dit qu'appel au pape, c'est lui. Ça veut dire que nous sommes là en plein dans la médiation qui certainement ne va pas tarder. Pourquoi je le dis? Vous savez que le Vatican, c'est le plus petit État, mais qui est dans tout le monde entier. Et le fait pour le numéro 2 du Vatican de descendre à Bamenda, d'échanger avec ses pairs, est déjà une mesure très forte. Et vous savez, Abraham, comme avait fait une sortie ici il y a quelques mois, ça dit qu'il a décrié des problèmes qui sont réels au Cameroun, au-delà même de la crise anglophone. Ça dit que les problèmes que le peuple camerounais vit. Et vous savez qu'autrefois, quand l'Église catholique arrivait en Afrique, nos grands-parents qui étaient des traditionnalistes allaient plutôt se confier quand ces gens-là arrivaient. C'est chez eux qu'ils allaient se confier. Et aujourd'hui, quand un prélat parle, on peut comprendre qu'il a un bon renseignement. Il a les problèmes, justement, qui minent la société. Donc je pense qu'il ne faut pas taper le serpent quand il n'a pas encore monté la tête. Le numéro 2 qui est arrivé là, il ne faut pas déjà dire que ça ne va pas marcher. Bien au contraire. Moi, j'ai la conviction que quand il repart avec des informations qu'il aura coupé ça et là, et va rendre compte au pape François, quelque chose va se passer. Raphaël, parce que de toutes les façons... Est-ce que vous pensez qu'on va déboucher sur un deuxième grand dialogue plus inclusif que le premier qui s'est déroulé il y a quelques années? Le dialogue, lui, doit rester permanent, au-delà du grand. C'est-à-dire que le dialogue doit rester permanent sur cette affaire, sur cette crise, et même sur les problèmes du Cameroun. Parce qu'il y a des problèmes au Cameroun, personne ne peut le nier. Mais le dialogue doit rester permanent. Je vous avais dit ici un jour que même les hautes autorités traditionnelles, les autorités religieuses, on doit continuer le dialogue plus permanent qu'avant. C'est-à-dire que même si on venait à proposer un autre grand dialogue où tout le monde va prendre part, parce que de toutes les façons pour construire le Cameroun, je viens d'aimer une partie de ce que Maître a dit. Parce que lorsque nous aimons notre pays, chacun doit apporter du sien pour la réussite ou la construction de ce pays. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si le numéro 2 qui est arrivé là, va certainement qu'ils vont faire des propositions au chef de l'État et à la nation camerounaise, ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre ce problème. Même s'il va falloir passer par la réforme institutionnelle, ça sera des propositions, on peut passer par là. Mais après 2019, les Camerounais ne voient plus de dialogue. Hein. Au-delà des débats politiques organisés dans les médias, on ne voit pas de dialogue entre les dirigeants du pays et les acteurs politiques, acteurs de la société civile sur les questions fondamentales engageant la vie nationale du pays. Comment expliquer ça? Mais les médias font déjà un travail énorme. Lorsque nous sommes assis là, nous sommes en train de faire des propositions et qui ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Parce que de toutes les façons, vous pensez que le numéro 2 du Vatican est arrivé ici comme par hasard. Je crois qu'il y a un diplomate ici, c'est une affaire de diplomatie. C'est-à-dire qu'on n'a plus de temps pour chercher à ce qu'il arrive ici pour une question fondamentale. Il faut que les armes cessent de trépiter du côté du Nozo. Et il faut que les Camerounais aient justement une vie plus ou moins heureuse dans leur pays. Je crois que vous avez suivi le chef de l'État en fin d'année. Il a demandé qu'on accélère maintenant la lutte contre la pauvreté. On ne va pas s'arrêter au niveau
du discours qu'il a prononcé. Il faut bien que cela soit fait sur le terrain. Que ce que Maître vient de dire dans le sud Cameroun, bien l'Est Cameroun, que les enfants qui vont à l'école dans cette partie du pays et dans le Cameroun tout entier, qu'ils bénéficient des mêmes conditions d'éducation. Donc vous comprenez qu'au-delà, si les armes sont évitées maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire? Il faut résoudre les problèmes au Cameroun. Maintenant, nous savons, personne n'a la science infuse sur la question. Personne ici ne peut dire que voici la solution idoine. Tout ce qui est fait, c'est des propositions. Et maintenant, je vous assure, pour moi, je pense que l'Église catholique est bien placée. Et ce qui a peut-être dérangé, c'est parce que au départ, lorsque le cardinal Toumi avait fait des propositions, justement, vous parlez également de la conférence anglophone. Peut-être que vous n'avez pas dû interdire cela, parce que on dit souvent que lorsque votre chaussure fait mal au pied, c'est vous qui le savez. Les problèmes de ce côté-là, le cardinal Toumi peut connaître mieux ces problèmes que tout le monde. Et je suis du sol, c'est que, au-delà des propositions qu'il a faites, même au gouvernement, lors du grand dialogue, et il y a également qu'il a transmis cela au chef de l'Église. Donc, ce n'est pas anodin si le numéro 2 du Vatican est arrivé ici. Ça veut dire qu'ils ont tout le renseignement. Ils connaissent tout ce qui se passe. Donc, nous pensons que peut-être le cardinal Toumi n'avait pas été compris. Peut-être. Parce que si on avait laissé que au niveau du nord et du sud-ouest, que ces gens-là s'asseyent là-bas pour dire voici les problèmes que nous avons, qu'est-ce que nous faisons, on les pose l'attention du chef de l'État. Mais le président de la République a misé sur les comités de désarmement, démobilisation, réintégration. Et cette semaine, il y a eu une manifestation de ces ex-combattants des groupes armés séparatistes. Ils sont sortis du centre de Buea, dénonçant des mauvaises conditions d'encadrement. Depuis plusieurs mois, disent-ils, on leur a promis des moyens conséquents pour qu'ils puissent se réintégrer dans la société, mais ils ne voient rien venir. Ils estiment qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Comment expliquer une telle situation alors qu'on veut mettre un terme à cette crise, à cette guerre? C'est déplorable cette situation que nous avons vu tous sur votre chaîne de télévision, dans le journal, c'est déplorable. C'est déplorable parce que celui qui a la charge de diriger cette DDR-là est justement un natif du coin, de la zone. Et c'est moi qui dois dire ici qu'il faut réhabiliter, par exemple, les usines de transformation du riz, de Ndop. Parce que de toutes les façons, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes de ce côté ont besoin de travailler. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes gens qui ont déposé les armes et qui sont dans ces DDR-là doivent être occupés. Alors, est-ce que si vous croyez que c'est le chef de l'État, lui seul? Maître vient de dire tout à l'heure que le chef de l'État ne peut pas travailler seul. Et effectivement, ces gens-là doivent accompagner le chef d'État dans la recherche des solutions, dans la recherche de la paix. On ne peut pas garder les gens quelque part qui se lèvent le matin jusqu'au soir, n'ont rien à faire. Au contraire, il faut trouver des solutions pour qu'ils aient du travail. C'est pour cette raison, si ces jeunes gens-là se lèvent, je crois qu'on doit tout faire pour éviter que l'oisiveté industrielle, le travail est loin de nous trois gamins. Nous le connaissons tous. Alors, lorsque ces gens-là n'ont rien à faire, ils peuvent se dire pourquoi nous sommes sortis de la forêt. Pourtant, ils ont eu la volonté de sortir. Donc, nous pensons que, au-delà des discours, je vais dire ça ainsi, il faut l'action sur le terrain. Et le président de la République fixe le cap, il faut maintenant qu'il soit accompagné. Il n'est pas question que l'on voit des jeunes gens revendiquer le fait qu'ils n'ont rien à faire, ils ont faim, tout ce qu'on les a promis ne marche pas. Et nous ne devons pas dormir. Il ne faut pas que ceux qui accompagnent le chef d'État dorment. Il faut bien qu'ils soient actifs sur le terrain pour que le peuple cesse de se plaindre. Vous croyez que ces gens-là, quand ils sont là, ils ont une autre réflexion. Ils se posent la question, mais qu'en est-il véritablement? Quel est notre devenir? Si on trouve le travail, même ceux qui sont encore en forêt sortiront. Et les problèmes seront réglés. Mais tant qu'ils n'ont rien à faire, tant que quelqu'un ne peut pas se nourrir, ne peut pas se vêtir, ne peut pas manger à sa faim, ne peut pas se soigner, on dit vente à famille d'un point d'oreille. Et donc nous pensons, nous autres, nous pensons que cette guerre a trop duré. Toutes les solutions sont les bienvenues pour la sortie de crise. Mais en attendant, qu'est-ce que nous faisons en urgence pour éviter justement les revendications que nous avons vues ici de ces gens qui sont dans les DDR? Mais c'est pour ça que je voulais dire qu'il y a plein de solutions. Mais mon Dieu, je ne savais pas que dans le nord et le sud-ouest, autrefois, ils étaient les régions où on produit plus de cacao. Ça veut dire que c'est un peuple travailleur. Quand j'étais tout jeune, je pensais que le cacao était une affaire du centre. Que non. Et c'est un peuple travailleur. Il faut tout simplement qu'on les accompagne pour éviter justement que nous perdons encore de temps. Voici la 5e année.
Donc, je voudrais chuter en disant que l'Église catholique est bien placée, parce que l'Église catholique a le bon renseignement, parce que l'Église catholique est partout dans le Cameroun. Les problèmes qui se passent ici, le Saint-Siège est au courant, alors nous disons que bienvenue dans le cadre de la paix. Après vous, Raphaël Ndungu, Angelbert Lebondacho, centre du MRC, comment appréciez-vous cette probable médiation de l'Église catholique dans le cadre de la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest au Cameroun? Non, vous savez, au niveau où on est rendu aujourd'hui, tout ce qui peut aider à résoudre cette sale guerre est la bienvenue. C'est-à-dire nous sommes preneurs de tout ce qui peut aider à la résolution de cette guerre. Mais avant, il y a quelques constats, parce que j'ai écouté des choses qui m'ont fait avoir des frayeurs. Nous sommes là à philosopher, pendant qu'à l'instant où nous parlons là, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des Camerounais qui sont en train de mourir. Et cette sale guerre-là, où des Camerounais tuent d'autres Camerounais, où des Camerounais décapitent d'autres Camerounais, où des Camerounais tuent des bébés, des femmes enceintes, il est urgent d'agir. C'est-à-dire, après toute cette philosophie, j'ai envie de me demander, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que M. Biya attend depuis 4 ans? Il y a des choses que la pudeur m'empêche parfois de dire, mais il faut le dire. Le seul responsable de cette guerre, c'est M. Biya. Je ne sais pas quel est ce pays où le chef d'État n'est comptable et responsable de rien. Il est le seul responsable et comptable de cette guerre. Parce qu'il est le chef de l'État et c'est à lui, tel que le prévoit la Constitution, de tout mettre en œuvre pour arrêter la guerre. Mais plusieurs fois, il dit avoir tout mis en œuvre. Il explique que le gouvernement a montré sa bonne volonté de discuter avec les populations et les forces vives et a même libéré certains ex-séparatistes, faisant référence à l'arrêt des poursuites prononcées en 2019 à la fin du grand dialogue national. Pour vous, est-ce que c'est suffisant comme acte présidentiel dans la perspective de résoudre cette crise? On fait vraiment du saupoudrage. Vous savez, quand on fait une lecture à distance de cette situation, ce qu'on tend à comprendre, c'est que M. Biya a fait de cette guerre une histoire d'honneur. Parce qu'évidemment, on lui aurait rapporté que ce serait lui le problème. Oui, effectivement, c'est ça la vérité. Il ne faut pas se le cacher. Si M. Biya part aujourd'hui, cette guerre s'arrête. Comment expliquer? Quel est le lien, concrètement? Le lien est le suivant. C'est-à-dire que la crise anglophone est une crise institutionnelle liée au fait que le Cameroun aujourd'hui, non seulement est mal gouverné, mais les populations ne se sentent pas autonomes dans la gestion des affaires. Quand vous voyez progressivement comment cette crise a évolué, Moustapha l'a dit, si on avait réellement fait une décentralisation en 1996, telle que prévue par la Constitution, on n'en serait pas là. Si dès le début de la crise, en 2016, on avait écouté tous les différents protagonistes, on n'en serait pas là. Donc, les gens aujourd'hui ont compris que Biya, pas seulement les gens du nord-ouest et du sud-ouest, les Camerounais dans leur entièreté ont compris qu'on n'a plus rien à attendre de M. Biya. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Mais le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus capable de rien donner de positif. C'est ça la vérité. Vous comprenez, peut-être qu'on reviendra dessus tout à l'heure avec Mota. Non, M. Biya s'est transformé en Dieu. On l'a érigé en Dieu. Mais un Dieu qui ne fait rien. Un Dieu qui ne fout rien. Un Dieu qui ne peut pas donner de l'eau à ses populations. Un Dieu qui ne peut pas donner l'électricité à son peuple. Un Dieu qui ne peut pas donner des routes à son peuple. Mais de quel Dieu est-il donc? C'est le Dieu pour devenir diable? Parce que pour moi, quand on déifie quelqu'un, moi je le vois en de bonnes choses. C'est quelqu'un qui ne fait que des bonnes choses. Mais Biya est Dieu avec quoi? On perd 53 personnes sur une route, même si ce n'est pas le sujet. Il ne se déplace pas. 53 Camerounais qui pètent la vie, brûlés vifs dans un accident. Il ne se déplace pas. Quel est ce Dieu-là finalement? Non, monsieur Noufélé, je vous dis
allez parler avec le cœur des anglophones. Ils ne veulent pas de cette séparation véritablement. Quand vous parlez avec le cœur, ils vous disent que leur problème c'est M. Biya. Et il est temps que nous asseyions tous les Camerounais. Ce qui arrive au nord-ouest et au sud-ouest peut arriver à tout moment, partout. Il est temps que nous nous asseyions. C'est pourquoi le MRC, depuis le lendemain de cette crise, dès 2017, nous avons commencé par des propositions concrètes. Propositions même dynamiques, parce que nos propositions évoluaient en fonction de la situation dans ces régions. Tant qu'on ne fera pas une chose, un véritable dialogue inclusif, et ça, on n'a pas besoin d'attendre demain, on n'a pas besoin d'attendre après-demain. Les Camerounais sont là, ils sont présents, il est temps que nous nous asseyions pour un dialogue inclusif, minimalement. Ensuite, que c'est Ayoub Tabé qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils font en prison? Condamnés à vie. Quel est l'intérêt de les condamner à vie? Il faut sortir ces prisonniers. Les Mancho Bibixi qui sont en prison, c'est pourquoi faire? Il n'y a aucun intérêt. Et ensuite, maintenant, faire un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, ce n'est pas tuer quelqu'un. Ce n'est non plus tuer. C'est deux personnes qui ont envie de partir à un gentleman agreement pour discuter. On ne peut pas discuter en tirant. Ensuite, on a même dit avant tout ça qu'il faut envoyer une délégation dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est-à-dire composée de chefs traditionnels, de chefs religieux, de responsables de partis politiques. À l'époque, nous avions même dit partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Nous restons même sur cette proposition. Allez essuyer les larmes, comme on dit chez nous en Afrique. Allez essuyer les larmes, pas distribuer les matelas. Ce n'est pas distribuer des sacs de riz. Ce n'est pas donner des seaux maçons. C'est d'aller essuyer les larmes. Et on sait en Afrique comment est-ce qu'on essuie les larmes. Mais vous n'écoutez pas. Vous êtes toujours dans des positions militaires qui ne peuvent, et tout le monde le sait, qui ne peuvent pas résoudre cette guerre. Allez discuter avec les militaires. Allez discuter avec les civils là-bas. Ce n'est pas les armes qui vont résoudre ça. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes Camerounais. Il n'y a aucun Nigérian qui a traversé la frontière là-bas pour venir faire cette guerre. On est entre nous. Donc, la solution à ce problème ne sera qu'une solution politique. S'il y a des médiateurs qui veulent nous y accompagner, tant mieux. Je dis, nous sommes preneurs. Nous avons tellement vu le sang couler, nous avons tellement pleuré pour cette guerre-là que, vraiment, même si c'est le diable qui descend sur terre, pour arrêter cette guerre, nous sommes preneurs. Et le MRC a plusieurs fois organisé des manifestations justement pour attirer l'attention du gouvernement à ce sujet. Et c'est là où l'un de ses vice-présidents, en l'occurrence le premier, Mamadou Mota, a été arrêté, écroué en prison, condamné à plusieurs mois de peine de privation de liberté. Aujourd'hui libéré malgré toutes les actions menées par le MRC pour obtenir sa libération un peu plus tôt. Comment avez-vous vécu cette affaire, Mamadou Mota, Angelbert? Oh, c'est vraiment l'affaire Mota. Ça pourrait être tout un livre. Mota, c'est cet ingénieur agronome que même si le camp d'en face s'amuse souvent à le peindre comme un berger, oui, mais avant d'être berger, il est ingénieur. Il est ingénieur agronome. Mota, c'est ce jeune Camerounais qui est tombé sous le charme de la renaissance du Cameroun depuis le lancement. Et renaissance qui est incarnée par quelqu'un qui a une vision pour ce pays, quelqu'un qui a des valeurs. Mota, c'est le premier vice-président du MRC. Mota, c'est ce leader-là qui, pendant que le président Kamto était emprisonné, a organisé le 1er juin une marche pacifique pour demander l'arrêt de la crise anglophone, l'arrêt de cette guerre. Il a demandé en 2018 qu'on nous présente les comptes des fameuses infrastructures pour le CHAN 2010, enfin la CAN 2019 que nous n'avons jamais eu. Glissement. Voilà. Il s'est levé pour dire que ce n'est pas normal que dans un pays comme celui-ci,
qu'on continue à emprisonner les gens pour leur opinion. Il a marché. Il a marché sur 1 kilomètre. Il n'a fait que marcher. Il n'avait pour seule arme que son drapeau, le vert ou jaune. C'est ce Mota-là, ce Mota, fervent défenseur de la liberté, fervent défenseur de la démocratie, qui n'a que le Cameroun dans son cœur, comme beaucoup parmi nous. C'est ce Mota-là qui est arrêté le 1er juin, torturé comme un vulgaire bandit et cloué en prison. C'est ce Mota-là qui est resté 2 ans en prison et qui est sorti l'autre jour. Nous sommes contents de sa libération, mais en même temps nous continuons d'être tristes. D'être tristes parce que dans les prisons de M. Biya aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de nos amis politiques. Nous avons des Salomon Béas qui lui également marchait avec un drapeau. Nous avons M. Foguet, Alain, professeur Foguet, arrêté avant le 22 septembre, date de la marche blanche. Nous avons Olivier, cher Olivier Boubounissak, arrêté chez lui, dans sa maison, devant femmes et enfants. Ils sont nombreux comme ça qui ont été arrêtés et qui sont encore détenus en prison. Pour eux, j'ai une pensée. Et pour eux et à eux, j'ai envie de dire que M. Biya pense qu'il a le droit de vie ou de mort sur tous les Camerounais aujourd'hui. Mais il faut que M. Biya sache que nous avons cessé d'avoir peur. Nous avons cessé d'avoir peur. On ne meurt pas de la prison. Tous nos camarades qui sont là-bas ressortiront triomphalement. Parce qu'un jour, tous les Camerounais devraient apprendre à s'asseoir ensemble, à construire ce pays. Et arrêter de nous présenter ou bien de nous prêter des intentions insurrectionnelles. Un parti politique qui n'a jamais cassé la moindre brindille. Un parti politique qui n'a jamais foutu le feu nulle part. Mais c'est ce parti politique-là qu'on voudrait aujourd'hui présenter comme insurrectionnel. Non, arrêtons ça et construisons notre pays. Justement, Raphaël Ndougou, le président de la République, qui est sur le banc des accusés du MRC, présenté comme l'instigateur des multiples arrestations de leurs camarades politiques qui n'ont fait qu'émettre des opinions. Comment vous réagissez? Non, comment banc des accusés? Vous savez, c'est une bonne chose que le premier vice-président du MRC soit sorti. Les autres également vont sortir, ça c'est sûr. Ils vont sortir, mais ce que nous devons retenir, parce que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, on voit d'où nous venons. Pourquoi on en est arrivé là. Le MRC, c'est un parti qui a été créé il y a bientôt 10 ans. Et ce parti-là, au départ, parce que tout à l'heure, Charles disait qu'ils n'ont pas cassé quelque chose. En réalité, il faut juste essayer de canaliser ce qui milite. Parce que, en fait, vous dites là que le président est sur le banc des accusés. Est-ce que si demain le MRC est au pouvoir, il acceptera que l'on marche ou alors qu'on ne respecte pas les institutions du pays? Je ne pense pas. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on a dit qu'une marche n'est pas autorisée, que l'on respecte au moins cela. Ça permet qu'on évite. Parce que de toutes les façons, ceux qui sont en prison là sont des Camerounais comme moi et comme les autres. Ils ont besoin de leur liberté. Ils ont besoin de s'occuper de leur famille. Mais parmi eux, il y en a qui n'ont pas du tout marché. Il y en a qui ont été arrêtés dans leur domicile. D'autres qui intervenaient pour éviter des affrontements entre des forces de l'ordre et des sympathisants de cette formation politique, pour le cas du professeur Alain Foguet, qui lui aussi n'a pas marché. Et il y a, durant ces dernières années, des ménagères qui ont été arrêtées alors qu'elles n'avaient participé à aucune manifestation. Et à chaque fois, lorsqu'on écoute ces prévenus, une fois sortis de prison, il leur a dit qu'ils ne devraient pas être des militants ou des sympathisants du MRC, sinon ils risqueraient d'être à nouveau arrêtés.
pourquoi tenir ce discours face à des Camerounais qui ont le droit d'avoir leur propre opinion politique? Et ce discours c'est pas M. Biya qui a tenu ce discours, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il était sur le banc des accusés. Non. Il y a des gens qui tiennent ce type de discours. Et à un moment donné, ce n'est pas bon. Parce que M. Biya, qu'on le veut ou non, qui a donné la démocratie. C'est sous lui que la démocratie est arrivée. Ça dit que c'est sous lui. Vous voulez détendre l'atmosphère ou quoi? Non, ce n'est pas ça. Écoutons bien. C'est un comédien. Vous avez dit... Vous connaissez ce qu'on appelle le sang des martyrs? Je vous en prie, il a la parole, Raphaël Ndongo a la parole. Allez-y, Raphaël. Merci. Je voudrais dire, au même titre que vous dites qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas sous lui, reconnaissons que c'est sous lui qu'on a eu cette liberté d'expression, tout ce qu'on a eu, c'est sous lui quand il est président. De toutes les façons, on a une liberté d'expression là au Cameroun. Nous voici, on s'exprime ici. Ah, pour vous, c'est ça la liberté? Il y a une chose. Je vous parle, monsieur, de 2018 à 2021 où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu plus de 1000 de nos amis politiques qui ont été arrêtés du fait de leur opinion. Et vous me dites qu'on est dans un pays de démocratie et de liberté. Nous sommes en train de vivre notre ère, malheureusement. On est en train de vivre notre ère la plus dure et la plus dictatoriale que le Cameroun. Je vous en prie, Angelbert était un ange. Angelbert, vous allez réagir plus tard, Raphaël Ndongo. Je vous en prie, vous avez la parole. Je crois quand même que si on veut mettre sur la balance, on ne peut pas dire que à l'époque de M. Ahidjo, les gens s'exprimaient aussi comme nous le faisons aujourd'hui. Non, il y a une différence. Je suis en train de dire que le président, de toutes les façons, dans le cadre de la réconciliation nationale qui va pas tarder à arriver, tous ces gens-là qui sont en prison, qui sont détenus dans ces conditions, vont sortir. Parce que de toutes les façons, il faut une réconciliation nationale. Mais la question, c'est d'abord pourquoi les avoir arrêtés au départ? On a le sentiment au sein de l'opinion publique qu'il y a un message qu'on veut faire passer aux Camerounais. Lorsque vous militez dans d'autres formations politiques autres que celle de la majorité présidentielle, vous pouvez être menacé, arrêté et mis en détention pour vos opinions politiques. Est-ce que c'est ça le message qu'il faut passer lorsqu'on prétend être un artisan de la démocratie? Non, non, je ne pense pas que ce soit... C'est des opinions que les gens ont. C'est des opinions. De toutes les façons, tous les hommes politiques ne sont pas aussi arrêtés. Chaque parti politique a sa ligne. C'est un peu comme dans le journalisme, comme on dit la ligne éditoriale. Chaque parti politique a son idéologie. Donc tous les hommes politiques, les grands hommes politiques et autres leaders d'opposition ne sont pas arrêtés. De toutes les façons, à un moment donné, est-ce que dans le dossier de ceux qui sont détenus aujourd'hui, quel est le motif? En ce moment, c'est la justice. Mais maintenant, je vous dis que dans le cadre de la réconciliation nationale, parce qu'il faut réconcilier le peuple camerounais, il faut que les Camerounais soient capables de rester ensemble, même s'ils ne sont pas dans le même bord politique, se partager une bouteille d'eau ensemble. Ça dit qu'on ne se regarde plus en chaîne de faïence. Parce qu'il y a quand même une haine qui existe entre le peuple camerounais qu'il faut très rapidement soigner. Je ne suis pas d'accord de voir des jeunes, justement, comme les Salomon Béas en prison. Parce qu'ils sont des jeunes Camerounais libres de s'exprimer, libres d'appartenir dans un parti politique. À un moment donné même, ceux qui sont autour, les collaborateurs du chef de l'État, doivent lui faire des propositions dans ce sens, à savoir que si vous avez décidé de libérer les gens, qu'on les libère. Je suis d'avis qu'on les libère. Et que quand on veut faire la politique, on a fait la politique sur le terrain. C'est-à-dire que si le MSC est leader sur le plan politique, que dans mon arrondissement en Gomzap, qui me battent sur la place de couture, moi qui suis du RDPC. Qu'on les gens, parce que ça aussi, sur le plan vraiment international, ce qui nous regarde, ne nous regarde pas avec, comme on dit, des beaux yeux. Donc, comme le président a commencé à demander qu'on les libère véritablement tous. Et qu'on attend les échéances à venir, qu'on a fait la politique sur le terrain. Et justement, ce que moi je voulais également dire, c'est qu'il faut que nous aussi, on pense à faire la politique autrement. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique n'est pas non plus la haine. La politique, c'est que vous avez un programme, vous avez des propositions que le peuple valide et on vous vote. C'est-à-dire que même sur le plan, voici cette décentralisation qui marque le pas sur place. Justement, si sur le terrain, parlons des élections législatives municipales, si sur le terrain, le MSC ou le SDF bat le RDPC et on continue, c'est la démocratie qui prend. Qui gagne sur ce coup. Donc je pense que, honnêtement... Vous êtes en train de formuler un idéal, c'est un vœu que vous adressez à qui concrètement? D'abord au peuple camerounais, et puis ensuite
à son leader, à son chef de l'État. Le chef de l'État a déjà tout donné dans ce pays et il faut donc justement que au sortir, quand il sort, il ne faut pas que les Camerounais aient un mauvais regard de lui. Et justement, pour ne pas avoir ce mauvais regard, il va falloir réconcilier le peuple camerounais. D'abord le peuple, parce que de toutes les façons, les hommes passent, les 475 000 km resteront. Et nous qui parlons, nous avons les enfants. Je ne m'aimerais pas imposer à mon enfant d'appartenir à mon parti politique dans les jours à venir. Et je ne m'aimerais pas voir mon enfant, parce qu'il a choisi un camp politique, aller en prison pour ses opinions. Vous n'avez plus besoin d'aller au maquis pour exprimer vos opinions. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Donc en ce moment-là, ses collaborateurs doivent l'accompagner, doivent l'aider. Parce que de toutes les façons, dans nos villages, on dit un bas ne peut pas grimper un arbre. À un moment donné, c'est pour cette raison aussi qu'il y a les conseillers. Je dis, ok, nous avons déjà traversé un cap. Véritablement, il faut libérer ces gens qui continuent à faire la politique tranquillement et libre. Après vous, Raphaël, Maître Moustapha Gouana, depuis 3 ans, est-ce que cette liberté d'opinion politique est respectée au Cameroun? Aujourd'hui, où Mamadou Mota est libéré, premier vice-président du MRC, après avoir passé 2 ans en prison, arrêté pour avoir marché en juin 2019, et d'autres qui sont encore, quelles que soient leurs opinions politiques. Comment vous entrevoyez la situation politique du pays? Vous savez, je l'ai dit de manière répétitive. Monsieur Mota et tous les autres qui l'accompagnent, qui l'ont précédé ou qui se sont arrivés après lui, n'avaient rien à faire et n'ont rien à faire en prison. Je suis au regret de constater que le Cameroun viole les engagements internationaux qui s'est donné. Je n'ai pas besoin de rappeler ici la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou encore le préambule de notre Constitution. La liberté d'expression, comme celle de manifester, sont des droits qui sont constitutionnellement consacrés. Malheureusement, à la pratique, on constate que les seuls qui ont la possibilité de mettre en perspective ces droits-là sont ceux qui tiennent un discours qui arrange le parti gouvernant. En fait, des libertés d'expression, nous avons au Cameroun ce que j'aime appeler la liberté de bavardage. C'est-à-dire que si vous voulez aborder des sujets périphériques qui ne touchent pas aux questions essentielles, qui évitent de parler du pouvoir de M. Biya, on peut vous laisser discourir jusqu'à la fin des temps. Mais lorsqu'il faut aborder des questions essentielles, monsieur, c'est motus et bouche cousue, vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Si le cardinal Toumi, qui n'est pas sécessionniste, qui aime le Cameroun, dont on ne doute pas de la bonne foi, peut organiser la All Anglophone General Conference, on lui dit non. Allez me dire qu'il y a une liberté d'expression au Cameroun, je vais vous dire que j'aimerais bien savoir de ce de quoi vous parlez. Il y a une liberté de bavardage. Si vous voulez bavarder, aborder des questions périphériques, je le redis, vous aurez la liberté de le faire comme vous le voulez. Il y a un seul parti politique au Cameroun qui organise des manifestations, et même très souvent sans autorisation. Je n'ai pas besoin de nommer le RDPC. Le 6 novembre, ils le font comme ils veulent. Lorsqu'ils veulent organiser une cérémonie, ils barrent les routes et c'est bon. Je vous dis le plus souvent, ils n'ont pas la moindre autorisation. Mais lorsqu'une autre formation d'opposition veut même seulement organiser un anniversaire qui concerne son parti, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'interdictions qui sortent de toutes parts. Donc il n'y a pas de volonté de pouvoir libérer les énergies. Et je voudrais dire à M. Ndougou qu'il faut qu'il arrête de dire que le président Poubia nous a donné la démocratie. Le président Poubia ne nous a pas donné la démocratie. La démocratie lui a été imposée. Les militants de son propre parti ont marché ici à Douala, à Yaoundé et partout pour s'opposer à ce que les Camerounais puissent avoir la démocratie. Je ne sais pas pourquoi, peut-être il a la mémoire sélective ou bien il n'est pas au courant de cette actualité-là. Mais il faut qu'il le sache. Ils sont les premiers opposants à la mise sur pied de la démocratie. Aujourd'hui, il y a un blocage institutionnel. Les gens demandent un code électoral consensuel. Les gens demandent des réformes institutionnelles. Ceux qui disent qu'ils sont les champions, qui ont eu 71% à une élection, puisqu'ils sont sûrs de leur fait, sûrs de leur capacité, sûrs de leur victoire, sûrs de leur force, sûrs d'avoir gagné par exemple l'essentiel des sièges des députés sur le territoire national, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un jeu
sur pied, qui est à peu près, qui est à peu près clair et transparent, qui permet à tout le monde de dire que oui, vous avez gagné. Je vous assure que si vous gagnez, lorsque vous perdez une élection, les gens dans leur fort intérieur, lorsqu'ils perdent, ils savent qu'ils ont perdu, ils vous passent un coup de fil, ils vous félicitent. Mais ici, chez nous, vous ne le faites pas, et on veut prétendre que vous avez apporté la démocratie, qui a la liberté d'expression. Non, le Cameroun est un pays qui est très en difficulté. Nous sommes au bord du gouffre. Et malheureusement, j'ai le sentiment que les analystes ne perçoivent pas le danger camerounais. Mais dans le camp du pouvoir, on accuse plutôt l'opposition de noircir le tableau de la situation du Cameroun et d'avoir toujours un discours qui incite à l'insurrection, qui incite à la rébellion, d'où ces multiples interdictions des manifestations projetées par certaines formations politiques, en l'occurrence le SDF et le MRC. Que répondez-vous? Vous savez, s'il faut croire au pouvoir, c'est que les enfants et les jeunes dames qui ont été tués ont été tués au Mali. S'il faut croire aux thèses du pouvoir, c'est qu'en Gabou, il n'y a pas eu de massacre, c'est les sécessionnistes qui auraient tué tout le monde. Malheureusement, le pouvoir est complètement hors jeu. Le pouvoir de la République est hors jeu. Donc, ils accusent l'opposition parce qu'en fait, on est dans un processus de bouc émissarisation. On cherche des boucs émissaires chaque fois. L'opposition n'a pas les rênes, ne tient pas les cordons de la bourse, n'exerce pas le pouvoir. Ceux qui sont censés gouverner pour nous tous, c'est le RDPC, c'est le gouvernement de la République. Mais malheureusement, nous n'avons pas le minimum que nous réclamons. À Gilbert, vous l'appelez, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Il suffit que vous alliez ici après PK14. Nous sommes en pleine capitale économique, vous n'avez plus d'eau. Vous avez la peine à avoir de l'électricité. Vous pouvez organiser un championnat d'Afrique des Nations et on coupe l'électricité au stade pendant 10 minutes. C'est notre pays. Ce n'est pas un parti d'opposition qui allait couper l'électricité, puisque nous de l'opposition également, même quand le football c'est devenu l'opium du peuple camerounais, quand on gagne, nous sommes tous contents. Même si les défaites comme celles que nous avons vues l'autre jour nous permettent de remettre les choses à plat et qu'on puisse véritablement voir les choses dans un sens qui va avancer, l'opposition ne dirige pas. Il faudrait que ceux qui dirigent, qui pensent à diriger le pays dans l'intérêt supérieur du peuple camerounais. Et c'est ça le problème. C'est que nous avançons droit dans un mur. Nous avançons, nous le ressentons, nous le percevons, que le chaos n'est pas loin. La déflagration sociale peut avoir une amplitude qui fasse que le Rwanda c'est un coup de récréation. La société camerounaise est très divisée. Les gens réfléchissent, les gens ont un esprit purement communautaire. Vous réunissez avec les gens, vous croyez que vous êtes avec eux, mais chacun réfléchit d'abord par rapport à son village, par rapport à son cousin du coin. Et le pays ne peut pas avancer. Et même le chef de l'État, je crois, c'était en 2013, il dans son discours à la nation, il le reconnaissait. Que nous vivons comme des communautés qui sont juxtaposées. Et ça, ce sont des réalités. Mais il faut pouvoir en tirer les conséquences. Et 8 ans plus tard, est-ce qu'il a mené en tant que président les réformes nécessaires pour qu'on aille vers une communauté nationale et que les problèmes qu'il avait posés en 2013, reconnus dans son discours du 31 décembre 2013, soient adressés? Malheureusement, c'est un pays dans lequel on est très fort pour les slogans. On dit des choses, mais il n'y a pas d'opérationnalisation après. Aujourd'hui, on parle de décentralisation. Mais on dit qu'on a décentralisé. On décentralise, mais vous sentez que c'est le pouvoir central qui continue d'avoir les cordons de la bourse. On dit la dotation générale de décentralisation, on dit qu'on a atteint environ 15%. Mais on n'a pas pu atteindre les 15%. On vous dit qu'on décentralise, mais aujourd'hui, quand vous payez, par exemple, les pensions dans les lycées, on centralise dans une caisse avant de dispatcher. Donc en réalité, il y a une volonté d'asseoir le jacobinisme dans notre pays à telle enseigne qu'on ne peut pas s'en sortir. Les gens ne veulent pas que les choses avancent. On voudrait que le pouvoir soit concentré entre les mains d'un individu ou bien de quelques individus. Et ça, ce n'est pas parce qu'on le fait dans l'intérêt du Cameroun. On le fait dans l'intérêt des poches de quelques individus qui en bénéficient au grand détriment du plus grand nombre. Et c'est ça qu'il faut que c'est là où il faut que nous puissions nous poser les bonnes questions. Quel est le Cameroun que nous voulons? Quelles sont les projections? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays demain? Et malheureusement, on se rend compte que ceux qui nous gouvernent n'ont pas de vision prospective. C'est peut-être une phrase toute faite de dire que gouverner, c'est prévoir. Quand vous voyez le Cameroun, qu'est-ce qu'il prévoit pour nous demain? Qu'est-ce qu'il prévoit pour vos enfants? Lorsque vous voyez les difficultés dans lesquelles vous battez pour construire votre vie, êtes-vous sûr que vos enfants ne vont pas vivre des difficultés encore pires? Où vous retrouvez par exemple comme au lycée de Kribi, un lycée dans l'océan aujourd'hui, où on dit que dans un lycée il y a des histoires de porte-monnaie magique et autres. Le Cameroun s'enfonce chaque jour. On constate, on fait des constats, mais on est incapable de prendre des mesures fortes
qui permettent à notre pays de s'en sortir. Nous sommes là en plein magico-religieux, aussi bien à l'école qu'à l'équipe nationale, où on dit qu'il faut jouer au ballon, pendant qu'il faut jouer au ballon, les gens sont en train de dire qu'ils vont couper les têtes des serpents pour qu'on puisse gagner. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que nous puissions, adresser les questions, et il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Je le dis et je le remartèle. C'est lui qui est la clé de voûte du système. Malheureusement, il ne fait rien pour que le système puisse se dégoupiller dans un sens qui permette l'explosion de toutes les compétences nationales, pour que le pays puisse donner à ses enfants le minimum dont ils ont besoin. La justice est à genoux, l'école est à genoux, les hôpitaux sont à genoux, tout est à genoux. Le Covid est devenu une mafia. Tout le monde le sait. De quoi pouvons-nous être fiers lorsque nous regardons la manière avec laquelle le pays de Cameroun avance? Et quelles sont les conséquences de ce silence du président de la République et cette absence sur la scène nationale? Le silence est un silence permissif. Le silence légitime les mauvaises actions. C'est lui qui disait en 87, où sont les quand on parlait de voleurs, il disait que où sont les preuves. Et où sont les preuves là a aidé les gens à amasser des fortunes colossales et à détruire notre tissu social, à détruire notre pays. Et nous y sommes de manière continuelle. Quand le chef d'État ne réagit pas, ou bien lorsqu'il réagit selon ce qu'il appelle, on dit que le temps du président. Mais le temps du président ne doit pas être un temps à contre-temps. Le temps du président doit être un temps qui est utile au développement, un temps qui adresse les questions au moment opportun. Si vous voulez un magistrat par exemple commet un forfait en 1980, vous venez le sanctionner 30 ans après. Alors il a eu le temps de semer dans toute la nation ces forfaits, de briser des vies. Il y a un qui a été sanctionné, qui était le patron de l'opération Épervier. Il a été révoqué de la magistrature. Mais il a été révoqué pour des faits qui s'étaient déroulés 30 années auparavant. Et on va toujours dire que le temps du président, le dossier était à la présidence de la République. Vous comprenez? Et c'est comme ça, sur tous les dossiers. Nous savons par exemple que le dossier de la CAN. Le dossier de la CAN, par exemple, il y a eu des surfacturations exceptionnelles. Il y a eu des vols pas possibles. On dit qu'il faut attendre. Il faut attendre quoi? Que les gens se sont enrichis, qu'ils aient assuré l'avenir de leurs enfants pour 10 générations et qu'ils se disent que bon, tant qu'à faire, je ne vais pas aller en prison maintenant. Non, il faut qu'on puisse se sanctionner au bon moment. Il faut qu'on puisse récupérer notre argent, qu'on puisse faire les choses pour que le Cameroun puisse avancer. Et malheureusement, lorsque nous tenons ce type de discours, on va nous dire que nous sommes subversifs, que nous faisons de l'opposition par plaisir. Non, nous le voulons pour nous tous. Monsieur Ndougou qui est là, il voudrait qu'il y ait des routes partout chez lui en Gomeza. Et c'est le cas pour chacun d'eux. Les gens qui sont à Meba dans le sud, à Bamena et autres, ils voudraient qu'il y ait le goudron partout, ils voudraient qu'ils aient le minimum. Lorsque vous y allez, lorsque une voiture est en train d'arriver, une autre entre en brousse pour que l'autre passe. Ça, c'est pas le Cameroun dont nous avons besoin. Et après, on va vous dire qu'ils ont eu 100%, où les morts ont voté. Où les morts ont voté comme chez Koumvondo. J'étais avec lui au Conseil constitutionnel, où ses cousins qui étaient déjà morts ont voté à environ 5 personnes. 2 étaient aux obsèques de moins de 2. Donc il faut que les gens arrêtent. Nous voulons que le Cameroun soit bien, il soit bien pour nous tous. Je veux que les enfants vivent au Cameroun. Comme moi je vis au Cameroun. Je n'ai pas de rêve d'expatriation. Nous voulons que ce pays soit bien pour nous tous. Et quand on le dit, ce n'est pas contre le RDPC. On veut que ce soit bien pour vous aussi, monsieur Ndougou, que ce soit bien pour nous tous. Alors, ce tableau que vous dessinez du Cameroun, avec vous, Edmond Kangia, que doit-il faire, le président de la République, pour détendre ce climat politique de plus en plus tendu depuis cette élection présidentielle d'octobre 2018, avec une crise persistante dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec les velléités des terroristes à l'extrême nord du Cameroun et l'afflux des réfugiés venant de la Centrafrique qui mettent la pression sur les besoins des populations dans la région de l'Est et la situation économique du pays. Que faut-il faire pour détendre l'atmosphère politique? Avant de répondre à cette question, je voudrais, à la suite d'autres copanélistes, rappeler à M. Ndougou que Paul Biya n'a pas donné la démocratie aux Camerounais, il n'a pas apporté la démocratie aux Camerounais. La démocratie, il a été contraint, n'est-ce pas, à suivre le mouvement. Parce que non seulement, il est vrai que son souhait a été d'être celui qui aura apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. C'est ce qu'il avait dit à Yves Mourouzi en juillet 90 dans une interview à Radio Monte Carlo. Mais malheureusement, l'histoire risque de retenir que ce n'est pas lui qui aura apporté
la démocratie et la prospérité au Cameroun. La prospérité, c'est terminé. Le Cameroun n'est plus un pays prospère. On l'était sous le régime du président Amadou Ahidjo, mais nous sommes descendus d'un pays à revenu intermédiaire à un pays pauvre, très endetté. Je ne sais pas si, de son vivant, il réussira à ramener la prospérité qu'il avait trouvée. En ce qui concerne la démocratie, il faut dire que la société civile et les partis politiques au Cameroun, dans les années 90, ont, à travers les mouvements, les marches, et je dois rappeler que les marches pacifiques ne datent pas d'aujourd'hui. Elles existaient déjà dans les années 90. D'ailleurs, le SIF est né, n'est-ce pas, sous le sang des martyrs, à travers les marches. Le 26 mai 1990, il y a eu beaucoup d'autres marches comme ça, des formations politiques de l'opposition. Dans les années 90 et 91, il y a eu 6 à 7 mois de ville morte au Cameroun qui n'ont été interrompus qu'à la faveur de la réunion tripartite d'octobre-novembre 1991. Il faut dire qu'en matière de bataille pour la liberté et la démocratie, les formations politiques de l'opposition et la société civile ont beaucoup plus apporté que le parti au pouvoir, qui a multiplié des marches contre le multipartisme précipité. Je m'en souviens, lorsque le MINAT de l'époque, le ministre de l'administration territoriale, s'appelait Feu Anzo Tsungui, il encourageait les militants du RDPC à marcher contre le multipartisme. Il y a même un leader politique qui était de l'opposition, du MP, Jean-Jacques Kindi, qui avait marché contre le multipartisme ici à Douala. Je n'ose pas dire les autres marches qu'il a fait contre d'autres communautés, parce que ça raviverait peut-être des tensions inutiles pour le moment. Mais il fait partie de ces leaders de l'opposition de l'époque qui ont marché contre le multipartisme. Et le fait qu'il soit retourné au RDPC ne nous suit pas en guerre, parce qu'en réalité, le RDPC n'a jamais voulu de la démocratie. Maintenant, sur la question que vous posez, M. Noufele, en fait, votre question est très vaste. Que peut Paul Biya, par rapport à la crise anglophone, par rapport à tout ce que nous subissons depuis 2013 au moins, si ce n'est 2014, quand Paul Biya a déclaré la guerre contre Boko Haram, par rapport à cette guerre-là, que peut-on par rapport à ce que nous subissons à notre frontière avec la Centrafrique? La première chose, c'est de reconnaître que nous sommes en difficulté et de prendre les mesures qui s'imposent pour taire les fronts que nous pouvons régler sans la participation externe. Et les fronts de guerre qui sont faciles, je dis bien faciles à gérer, ce sont celles que le gouvernement ou le chef de l'État lui-même est partie prenante, est impliqué. Pour avoir déclaré la guerre le 30 novembre 2017 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont ces guerres-là qui sont, je crois, les plus faciles à régler. Parce que la crise de Boko Haram, la guerre qui nous a été imposée par Boko Haram dans l'extrême nord, une partie du nord du pays, ne dépend pas de nous. Elle nous a été, nous subissons. Mais celle que nous avons nous-mêmes créée, on peut la résoudre. Et je pense que par rapport à la crise anglophone, il suffirait que Paul Biya, qui a déclaré cette guerre-là, estime que avec tous ces morts, tous ces milliers de morts, tous ces dizaines de milliers de réfugiés, 800 000 à 1 million de déplacés internes, dont les enfants mangent à peine, sont à peine nourris, ne partent plus à l'école. Certains sont dans la prostitution et autres. Paul Biya peut mettre fin à cette guerre. Il sait ce qu'il faut faire. Et cela a été proposé aussi bien par les partis politiques de l'opposition que de la société civile. Ça a été proposé par les pays amis du Cameroun, je ne vais pas les citer. Ça a été proposé par des institutions internationales, les ONG internationales. C'est le dialogue inclusif. C'est de dire, voici venu le moment de mettre fin à la crise anglophone. De manière concrète, voici ce que nous pouvons suggérer au président de la République. Il peut appeler les leaders de formation politique qui comptent dans ce pays, qui comptent au moins depuis un certain nombre d'années. Je prends par hasard comme ça depuis 2018. Parce que 2018 a été un moment phare de la vie politique au Cameroun. Les leaders politiques des formations qui comptent au Cameroun, qui les invitent à participer à une rencontre dans laquelle il y aurait non seulement les formations politiques de l'opposition, du RDPC, pas forcément de ces partis alliés du RDPC, parce qu'il y a des partis alliés au RDPC qui vont plus faire dans la surenchère et le désordre que contribuer à trouver la solution à la crise anglophone. Je préfère que le RDPC soit seul, parce que c'est le parti majoritaire dans sa branche avec ses partis alliés. Et qui est également des responsables
des associations ou ONG de la société civile au Cameroun qui comptent. Ces associations qui comptent ne sont pas nombreuses. On pourrait les limiter à 5. Et pour les partis politiques, peut-être 8 par là, partis au pouvoir comme de l'opposition, et que des dignitaires religieux, des dignitaires, autorités morales traditionnelles bien connues, qui n'ont pas la langue dans leur poche, soient invités à cette rencontre pour voir ensemble ce qu'il faut faire pour taire les armes dans les régions nord et sud-ouest. Parce que la première partie aujourd'hui, c'est de parvenir à un cessez-le-feu. C'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'à cette rencontre doivent faire partie les séparatistes, notamment les hommes de la branche politique que nous connaissons tous, Ayoub Tabé et ses camarades. Si nous avons la chance de convaincre, je dis bien la chance parce que ce n'est pas évident, parce qu'il faut des conditions, il faut que certain nombre de conditions soient réunies pour que les leaders de la branche, des branches armées au Cameroun fassent partie de ces réunions. Il faut une armistice. Il faut une armistice qui leur permet d'être là, parce que s'ils viennent et qu'ils soient arrêtés, ce serait contre-productif. Il faudrait également qu'on trouve le moyen de faire venir les donneurs d'ordre, ceux que le chef de l'État, dans son discours du 31 décembre dernier, a appelé ces hommes qui, à partir de la diaspora, donnent des ordres et puis qui font en sorte que la guerre perdure dans les zones nord et sud-ouest. Ils peuvent être associés à ces rencontres. Mais il faut que des conditions soient réunies pour qu'ils soient associés à ces rencontres. Je dis, avec tous ces personnages, toutes ces personnalités que j'ai citées, il faut qu'il y ait une rencontre. On pourrait débattre du lieu de ces rencontres. Ça pourrait être au Cameroun, ça pourrait être hors du Cameroun, ça pourrait être, je le souhaite, moi personnellement, à Addis Abeba, qui est le siège de l'Union africaine, pour que ça donne, sous l'égide de l'Union africaine, une perspective panafricaniste de solution, de règlement de crise. Mais est-ce que cette Union africaine, justement, dont le président de la Commission vient d'être réélu pour un mandat de 4 ans, Moussa Faki Mahamat, est-ce qu'elle réussit à jouer ce rôle de médiateur des crises sur le continent et d'apaiser les tensions à travers les différents pays? On a vu le président Moussa Faki Mahamat qui s'est plusieurs fois exprimé sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous l'avez indiqué au début de cette émission, il était au Cameroun avec d'autres présidents et secrétaires généraux d'organisations internationales avant la tenue du grand dialogue national, quelques mois avant, pour mettre davantage la pression sur le Cameroun. Pensez-vous que cette Union africaine peut jouer un rôle primordial dans la résolution des crises au Cameroun et dans d'autres pays africains pour sortir? Ah oui, c'est une question de fond. Je pense que l'Union africaine a beaucoup de volonté, notamment ceux qu'on appelle les présidents en exercice. On a eu des présidents en exercice de l'Union africaine qui étaient des présidents, j'allais dire forts. Certains étaient des présidents progressistes, pragmatiques. C'est le cas de Paul Kagame. Et il y a eu des présidents en exercice de l'Union africaine qui étaient plus ou moins liés à ce que j'appellerais la France-Afrique. Et ceux-là, on ne peut pas compter sur eux pour obtenir quelque chose qui va de manière progressive ou favorise la bonne gouvernance ou la démocratie en Afrique. Il faudrait qu'il y ait à la tête de la présidence en exercice de l'Union africaine des présidents qui connaissent et apprécient ce que c'est que l'alternance politique. Je crois que le tout dernier en date, le président de la République démocratique du Congo, qui vient de prendre les rênes de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Tout à fait, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait comprendre et renforcer, aider, soutenir le président de la Commission de l'Union africaine dans sa volonté de régler de manière efficace et durable et des crises politiques et la crise anglophone au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, au sein de l'Union africaine, nous avons peut-être la chance d'avoir un président en exercice. On va le voir à l'œuvre, on va le juger au pied du mur. Le président en exercice de l'Union africaine, qui est le président de la République démocratique du Congo, et Moussa Faki Mahamat, qui nous a toujours montré sa bonne volonté de trouver des solutions politiques aux crises qui mènent les pays africains, et notamment les crises politiques au Cameroun et la crise anglophone au Cameroun. Je sais, et tout le monde nous attend là-dessus, que l'Union africaine a un gros défaut, ou deux gros défauts. Le premier défaut, c'est la pesanteur encore qui existe de certains chefs d'État que d'aucuns ont qualifié de syndicats des chefs d'État, qui sont généralement mal élus,
lorsqu'ils sont très nombreux, ils pèsent négativement sur les décisions qui sont prises par l'Union africaine et influent et ont une influence négative sur le travail de la Commission de l'Union africaine. Le deuxième défaut de l'Union africaine est financier. Elle est globalement soutenue par l'Union européenne et par d'autres partenaires multilatéraux. Et un début de solution a commencé à être apporté à l'aspect financier. Et c'était à l'époque où Paul Kagame a été président en exercice de l'Union africaine, notamment ce que nous avons obtenu et qui est entré en vigueur depuis ce mois de janvier, la zone économique de libre-échange africaine. Et je pense qu'à travers des échanges commerciaux interafricains, le renforcement des liens économiques et commerciaux entre les pays africains, je pense que de manière progressive, l'Afrique peut sortir, n'est-ce pas, de cette situation où elle est dépendante de l'Europe. Et il y a des réformes qui sont en cours. Et dans la commission des réformes, il y a l'ancien ministre des Relations extérieures du Cameroun, Pierre Moukoko Mbonjo. On a vu également le président Joe Biden des États-Unis qui s'est adressé aux présidents africains en marge de cette session ordinaire pour exprimer la volonté des États-Unis d'être aux côtés de l'Afrique pour les aider dans les réformes et les accompagner dans des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à vous, Edmond Kandia, Raphaël Ndungu, d'avoir participé à ce débat. Je vous dis merci, messieurs, Angelbert Lebon-Dachua et Maître Moustapha Ngwana, d'avoir participé également à ces échanges sur le plateau droit de réponse. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.